Bonjour, merci. Donc on va démarrer les travaux. Donc bonjour à vous. Timothée Duverger, donc je suis à la fois responsable de la chaire territoire de l'économie sociale et solidaire, qui est organisatrice puissance invitante pour aujourd'hui, voilà, et qui a produit, alors j'y reviendrai après, je citerai évidemment tous ceux et celles qui ont contribué à nos travaux, mais donc c'est la chaire qui a porté, ou qui a été l'espace, on va dire, l'espace dans lequel le collectif s'est inscrit pour travailler le livret qui vous a été distribué à l'entrée, qui est tout neuf, voilà, qui est le fruit d'un travail assez important, donc j'y reviendrai après. Et je suis aussi, par ailleurs, chargé de mission sur les questions de développement durable et d'économie sociale et solidaire auprès de la direction de Sciences Po Bordeaux, donc c'est aussi, puisque la chaire est rattachée directement à Sciences Po Bordeaux, donc je suis là un peu avec cette double casquette, voilà, pour aujourd'hui. Je donne immédiatement la parole à Magali, puisque l'idée c'était parce que AG2R a été évidemment à l'impulsion de ce projet, puisqu'en fait c'est le fruit à la fois d'une réflexion, puisque AG2R était membre fondateur de la chaire territoire de l'ESS il y a 4 ans de cela, donc c'est un partenaire important, et dans le renouvellement du partenariat, on a décidé de travailler d'un commun accord, puisqu'on était sensible, grâce notamment à nos amis Jean Bouisson et Olivier Frézé, donc Bagatelle, et puis Jean Bouisson qui est un grand... enfin voilà, qui est probablement le principal universitaire qui travaille sur les sujets de l'aidance. En tout cas, moi, c'est ma référence, et pas qu'à moi, je crois. Et puis Olivier Frézé, qui représente Bagatelle, qui aussi a mis en place de nombreux projets en la matière. Donc on était sensible à ces sujets-là, et c'est vrai que du coup, c'était d'autant plus intéressant de le travailler avec AG2R, ce d'autant qu'on avait travaillé auparavant à la notion de responsabilité territoriale des entreprises, dont aujourd'hui tout le monde parle. C'est même d'ailleurs dans le décret d'attribution de la ministre à l'ESS, donc profitons-en, il nous reste encore quelques heures, je crois. Mais toujours est-il que... donc c'est pour dire en tout cas que le sujet perce, quelles que soient les alternances et les gouvernements. Donc je ne doute pas que ce soit le cas avec le prochain. Mais en tout cas, voilà, AG2R, c'était une belle opportunité de travailler ensemble sur ces sujets. Donc je cède immédiatement la parole à Magali pour qu'elle donne un peu le point de vue justement et ses intentions. Merci Timothée. Bon, alors il y a des accidents sur la rocade, donc bon, il y a des gens qui vont arriver après. J'ai moi-même été victime tout à l'heure. Voilà. Donc effectivement, Timothée l'a dit, on est membre fondateur de la chaire TER-ESS. Alors pourquoi un groupe de protection sociale comme le nôtre fait partie d'une chaire de l'ESS? Au titre de l'action sociale territoriale et de l'action sociale nationale, on travaille sur l'avancée en âge, le bien vieillir et la protection des plus fragiles. Et donc, logiquement, on est amené à travailler avec les acteurs de l'ESS, par exemple le secteur médico-social, pour faire voilà, le plus simple possible. Et puis, le groupe AG2R La Mondiale, c'est historiquement le groupe des branches. Donc nous gérons le plus grand nombre de branches professionnelles et nous accompagnons les salariés. Et nous sommes donc très proches de tous les artisans. On a par exemple la branche de l'aide à domicile, la branche de tous les boulangers, etc. Donc on est effectivement très implanté dans l'ESS. Et puis au titre de l'action sociale, on accompagne aussi nos entreprises, alors que ce soit les entreprises qui soient cotisantes en retraite ou en prévoyance, dans leurs problématiques de QVCT pour leurs salariés. Donc ça, on ne le sait pas forcément toujours. Et donc, on est là pour répondre à leurs questions, pour cofinancer des solutions. Par exemple, la semaine dernière, on a cofinancé des rails de transport dans des chambres d'EHPAD, à la fois pour le bien-être des résidents et pour le mieux-être des salariés. Alors, par rapport à ce projet, effectivement, tu l'as dit, on a soutenu le livre blanc sur la responsabilité territoriale des entreprises. Et comme vous le verrez dans le livret qui vous a été remis, il nous reste, alors on n'est pas dans le changement climatique, mais il nous reste 5 ans pour faire face à la vague de l'aidance en France. On sait aujourd'hui que l'âge moyen de l'aidant, on peut être aidant à tout âge, mais l'âge moyen de l'aidant se situe entre 40 et 65 ans, où là on a le plus gros
potentiel d'aidant, et on sait qu'avec l'allongement de la durée de travail, qui ne va peut-être pas durer, mais enfin bon voilà, avec l'allongement de la durée de travail prévue, en fait le phénomène va s'amplifier. Donc on s'est dit effectivement que cette responsabilité des territoriales des entreprises, elle pouvait s'étendre à cet enjeu des aidants, parce qu'on a ce problème qui aujourd'hui, on le voit, on a quand même des difficultés à faire venir des entreprises sur ce sujet. Alors pourquoi ? Parce que l'aidant, il subit cette situation la plupart du temps, et puis il n'a pas forcément envie d'en parler au sein de son entreprise. Voilà, donc que peut faire l'entreprise ? Est-ce qu'elle peut détecter ? Est-ce qu'elle peut sensibiliser ? Et nous, on avait envie de travailler sur ces sujets par le biais d'ateliers. On a travaillé sur des personae avec différents acteurs de tous horizons pour essayer de se confronter à la réalité, d'échanger, d'avoir des témoignages. Et pas forcément d'inventer le fil à couper le beurre, mais de réinventer des choses, mais de se dire aujourd'hui à quoi est confrontée une entreprise, à quoi est confronté un aidant. Donc un aidant, il est confronté à une multiplicité de solutions. Des solutions, il y en a, sauf qu'il ne sait pas lesquelles choisir. Quand on est aidant d'un enfant en situation de handicap, ce n'est pas les mêmes portes à ouvrir que quand on est aidant d'un parent âgé. Et des solutions, il y en a plein. Comment je peux être accompagné ? Il ne sait pas. Est-ce que j'en parle ou pas à mon entreprise ? Est-ce que mon entreprise est sensible au sujet ? Est-ce qu'elle est OK pour m'aider à faire de l'aménagement du temps de travail ? Enfin voilà, l'idée, c'était de se dire comment on peut construire un outil. Notre territoire, il est essentiellement composé de TPE-PME aujourd'hui. C'est la cerise sur le gâteau, je dirais, qui se rajoute à la DRH, qui doit gérer les TMS, qui doit gérer les risques psychosociaux, qui doit gérer la RTT, qui doit gérer tout ça, et qui en plus se dit les aidants, c'est encore un sujet supplémentaire. Donc on s'est dit, on va essayer de le proposer un guide pratique. Donc le guide que vous avez là, il est pour être utilisé au quotidien avec des références. Il est pour les personnes qui ne connaissent pas. On a voulu donner envie au ce sujet et surtout de dire il y a des solutions simples, pas forcément coûteuses, qui existent pour mettre en place des solutions pour les salariés dans vos entreprises. C'est ça qu'on avait envie de faire et pas une énième étude sur les aidants parce que là, il y a pléthore de solutions. On voulait quelque chose de très pratique. Voilà. Et je terminerai, je vais passer la parole. Il y a une dernière personne qui doit intervenir. William. Voilà. Pour présenter aussi un peu le guide et Invest. Ce projet de livret, c'est juste la première porte ouverte à autre chose. C'est-à-dire, on s'est dit, on travaille avec la chaire, puisqu'il y avait effectivement un réseau des professionnels, une envie et puis un lien avec la RTE. Mais au titre de l'action sociale, ce qu'on veut, c'est que des entreprises viennent nous voir. Alors l'UDES nous a dit qu'ils étaient déjà très intéressés, par exemple, pour accompagner et cofinancer des solutions pour des entreprises en direct. Donc là, on est juste à la première étape du travail et nous, on va laisser la chaire, on va travailler sur d'autres sujets avec la chaire. Et l'action sociale territoriale AG2R La Mondiale souhaite accompagner des entreprises très concrètement. Donc je reviendrai sur ce qu'on fait en territoire après, mais voilà, c'est juste le début d'une belle aventure, j'espère. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, quand Marie-Laure m'a envoyé un message pour me dire William, nous allons plancher collectivement sur le sujet des aidants, je vais contribuer à l'écriture d'un livret, ma réponse, je dois vous l'avouer, était un petit peu circonspecte. Je lui dis, est-ce que c'est pas un petit peu éloigné de nos préoccupations premières ? Donc moi je suis le directeur général d'Invest in Bordeaux, l'agence de développement économique de Bordeaux et de la Gironde, une agence qui a pour principale mission, si je fais l'économie des mots et que je la résume en une phrase, remporter des décisions d'investissement, que ce soit des projets d'implantation, de relocalisation, d'extension, de prise de participation, d'acquisition, en Gironde. Quel est le lien entre le sujet des aidants et essayer d'attirer des entreprises en Gironde ? Donc elle m'a convaincu assez vite et puis les faits sont têtus, hein. Souvent il y a des phénomènes comme ça de synchronicité, pas plus tard qu'aujourd'hui d'ailleurs, puisque je suis devenu administrateur de la société locale d'épargne de la Caisse d'épargne et que j'ai reçu tout à l'heure l'invitation à un webinaire le 12 décembre prochain précisément sur le sujet des aidants. C'était aussi avant que ma fille débarque de Paris. Ma fille a 25 ans, s'est fracturé le péroné, elle ne pouvait plus vivre avec une jambe plâtrée dans son appartement à Saint-Ouen, donc j'accueille ma fille pendant 45 jours. C'était aussi avant que sur un projet de relocalisation,
on apprenne qu'un enfant mineur handicapé mental cherchait une place en institut médico-éducatif. Donc c'était une famille qui arrivait d'Orléans, qui avait des modalités d'organisation familiale et qui cherchait à les reproduire ici. Et tant qu'ils n'avaient pas de place en IME, eh bien l'épouse du salarié concerné devait renoncer à retravailler à Bordeaux. C'était aussi avant que la nouvelle directrice régionale, je ne citerai pas son nom, parce que c'est son intimité, mais d'un grand groupe d'énergie, que je rencontre avec son prédécesseur, donc qui venait me la présenter. Donc une dizaine de jours après, m'écrivent sur un message plus personnel, en me disant « William, je suis la maman d'un adulte handicapé mental qui a une place en ESAT, c'est une personne qui est arrivée de la région centre. Sans avoir de solution. C'était très simple, elle avait la place en ESAT, mais elle n'avait pas les solutions de mobilité pour qu'on puisse amener son fils, donc adulte, le matin et venir le récupérer et le ramener chez elle le soir, directrice régionale d'un grand groupe. Donc on voit bien que ces questions, elles nous télescopent, elles sont à la frontière des enjeux des entreprises, des enjeux des familles, mais aussi des enjeux des territoires. Et c'est là où je veux en venir. Nous, on est précisément Investim Bordeaux à la frontière entre le monde de l'entreprise, mais plus largement des acteurs économiques, et le monde, les milieux institutionnels et les territoires précisément. Et que ces notions d'attractivité économique ont largement évolué ces dernières années, qu'on parle aujourd'hui d'hospitalité, d'attachement, de bien-être. Je vous invite à regarder l'étude récente de l'agence d'urbanisme à ce sujet. Et qu'à la croisée des solidarités familiales, des solidarités de voisinage, des solidarités intra-entreprises, je pense à des sujets comme le don de jours de congé, on voit bien que tous ces sujets, toutes ces problématiques d'innovation sociale seront aussi des marqueurs de territoire déterminants, probablement d'ailleurs discriminants, et qu'on ne présentera pas du tout les territoires, et ça a déjà commencé d'ailleurs, aujourd'hui et à l'avenir, comme on présentait les territoires il y a quelques années. Voilà, je pense que j'ai déjà été trop long, mais ce sujet qui m'avait un petit peu échappé au démarrage, c'est devenu une préoccupation quasi quotidienne. Merci beaucoup William. Donc je vais vous dire un petit mot justement du livret qui a été préparé, et je te remercie William parce que c'était, je trouve, très illustratif justement de ce que l'on a souhaité faire, c'est-à-dire cette espèce d'interrogation de départ, et puis la manière dont tu t'en es saisi en te rendant compte au fond qu'il y avait un sujet, parce que tout simplement ce sujet il existe mais il est invisible, et c'est vraiment ça le point de départ, c'est que c'est un sujet invisible mais en réalité qui est très présent autour de nous, qui va prendre une ampleur de plus en plus importante par ailleurs dans les années qui viennent. Parce qu'on parle beaucoup des transitions, alors on pense beaucoup à la transition écologique, on pense beaucoup à la transition numérique maintenant, on fait évidemment l'IA, l'intelligence artificielle, etc. Mais on oublie qu'il y a aussi la transition démographique, en particulier, je crois, qui est extrêmement lourde, et particulièrement dans nos sociétés européennes. Et donc, il y avait besoin en fait de traiter cela pour voir comment ce n'était pas seulement un segment de population dont il fallait s'occuper quelque part, lui trouver des places ou lui offrir des services, mais bien une question qui concerne l'ensemble de la société et qui concerne finalement le lien social lui-même. Parce que derrière la question des aidants ou des personnes qui ont besoin d'être aidées, en réalité, il y a des liens qui se construisent. Ça, c'est l'apport en particulier de Jean Buisson que je signalais, dont je remerciais de la présence tout à l'heure, parce que effectivement, il nous a beaucoup alerté sur cet aspect-là des choses. C'est véritablement une problématique, non pas de gestion d'un problème segmenté, mais bien une problématique qui est au cœur du lien social dans nos sociétés. Et c'est pour cela que cette problématique se retrouve au cœur de l'entreprise. C'est-à-dire que là, on redécouvre finalement que l'entreprise, évidemment, c'est pas juste un objectif de recherche finalement de construire une activité économique, de rechercher des bénéfices, d'être sur un marché. Mais en fait, une entreprise, c'est aussi un tissu de lien social. Voilà. Et c'est ça aussi que l'on voit à travers cette problématique. Et c'est ça qu'il s'agit de redécouvrir au travers de cela et de considérer qu'au fond, la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est pas juste de remplir des tableaux. Voilà. C'est aussi tout simplement de gérer des liens humains. Voilà. Et donc là, avec les aidants, je crois qu'on est en train de redécouvrir cela. Et on voit comment des sujets qui relèvent a priori de la sphère domestique, en réalité pénètrent la sphère professionnelle, la sphère économique. Voilà. Et donc c'est en ce sens que la nécessité de rendre visible ce sujet dans l'espace public est si indispensable, si nécessaire, si fondamentale aujourd'hui. Voilà. Je crois que ça, c'est véritablement, au fond, la leçon que l'on a découverte à cette occasion. Et puis se rajoute à cela le fait que
c'est du lien social, mais donc c'est un réencastrement au fond de l'entreprise dans son tissu social, dans la société à travers ce sujet, mais c'est aussi un réencastrement de l'entreprise dans son territoire. Parce que pour traiter cette question, évidemment, l'entreprise ne peut pas tout, hein, j'ai envie de dire, pour paraphraser un ancien Premier ministre. Mais l'entreprise ne peut pas tout, en tout cas toute seule. Et donc ça suppose évidemment qu'il y ait des moyens d'action collectifs qui soient mis en œuvre pour pouvoir le traiter en fait en proximité, parce que le lien social il ne se gère pas depuis Paris, hein. Donc il y a besoin effectivement d'instances centralisées, il y a besoin de caisses pour pouvoir financer un certain nombre d'actions, pour pouvoir financer des mécanismes de solidarité, mais derrière il y a une mise en œuvre qui se fait forcément en proximité, et c'est là que le territoire intervient effectivement. C'est là qu'on rencontre non seulement bien sûr donc les personnes qui ont besoin de ces appuis, les entreprises qui les accueillent, mais aussi les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui interviennent très souvent, hein, puisque c'est eux très souvent qui sont dans les systèmes d'accompagnement, les acteurs publics, le département en particulier, qui est chef de file des solidarités humaines et territoriales, c'est pas un hasard, c'est humain et territorial par rapport à ce que j'évoquais. Donc il y a voilà, un enjeu au niveau territorial à s'en saisir. Et là, on a repris en particulier toute la méthode de Bagatelle, hein, en particulier, qui a un long passé, une longue expérience sur ces sujets-là. Moi, je le redis, hein, moi je viens du territoire par ailleurs, j'étais à Villeneuve-d'Ornon, donc Bagatelle, c'est à côté, à Bègles, et effectivement, bon, j'avais connaissance de ce travail qui était effectué, qui est extrêmement précurseur, extrêmement pionnier, très intéressant, et donc on a repris un peu la méthode qui en est issue, qui en fait repose sur 3 mots, c'est facile à retenir, c'est sensibilisation, détection, action. On y reviendra, je ne les détaille pas là, parce que ça sera l'objet aussi des échanges ultérieurs, mais sensibilisation, détection, action, et donc comment on peut construire au fond une politique publique partagée, coproduite avec les acteurs sociaux, les acteurs privés, au service des aidants, effectivement, et de la relation qu'ils ont à leurs aidés, et réciproquement. Voilà, donc c'est vraiment cela qu'il s'agit de travailler. Donc on a construit effectivement ce livret. Alors je ne vais pas être trop long sur les aspects de méthode, c'est pas ce qui vous intéressera le plus, mais on a réuni effectivement un certain nombre de personnes issues de secteurs variés pour traiter de ce sujet à travers des ateliers. Donc on a eu plusieurs ateliers. On a complété cela avec de la revue de littérature, hein. Il y a eu différents travaux qui ont été menés, des baromètres aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup d'études en fait, hein, beaucoup de travaux, beaucoup d'études sur le sujet. Donc on a capitalisé évidemment ce qui a été fait. On ne va pas inventer le fil à couper le beurre, bien sûr, mais on a croisé ça avec des ateliers, on a croisé ça avec des interviews, soit d'experts, soit de personnes qui souhaitaient saisir ou qui l'ont souhaité faire réagir à ce sujet-là. Et ça donne effectivement le livret qui vous a été remis à l'entrée, qui est donc mis évidemment en accès libre, hein, c'est la logique, hein, à la fois d'AG2R et de Sciences Po Bordeaux en l'occurrence, hein, parce que nous sommes un établissement public bien sûr, et donc l'objectif c'est de diffuser la connaissance le plus largement possible. Et en la matière, vous verrez qu'il y a 4 parties, hein, qui sont proposées dans ce livret. Donc pour aller très vite, il y a une première partie qui vise au fond à saisir le sujet, son intérêt, sa pertinence, ses enjeux, hein. Il y a une deuxième partie qui relève plutôt de ce triptyque que j'évoquais, sensibilisation, détection, action. Une troisième partie plutôt sur le territoire, justement, et les modes d'action collectifs au niveau territorial. Et une quatrième partie sur les bonnes pratiques, donc qui relève un certain nombre de solutions et qui propose aussi des voies d'expérimentation, puisque Bagatelle pourrait être demain l'opérateur, comme il l'a déjà été, d'expérimentation sur ce sujet-là. Moi, ce que je relève, et pour conclure là-dessus, donc c'est un sujet pour moi qui n'est, encore une fois, c'est pas un sujet de niche. On a l'impression, les aidants, on se dit, bon, c'est un sujet de niche. Oui. C'est pas un sujet de niche. Voilà. Moi, j'insisterai là-dessus. C'est pas un sujet de niche. C'est un sujet qui soulève une problématique sociétale fondamentale, voilà, qui est au cœur de la vie de nos sociétés, qui concerne effectivement la majorité, en fait, la totalité de la population, au moins à un moment de sa vie, hein, voire un peu, il y a une synchronicité dessus, parce que ça concerne une grande partie de la population en ce moment même, hein, si on faisait la photographie, et à terme, ça concernera tout le monde. Donc c'est un sujet, évidemment, qui est extrêmement lourd, qui touche à notre quotidien, qui touche à notre vie intime, mais qui doit être politisé au sens de, mis dans l'espace public, et qui doit être saisi par l'ensemble des composantes de notre société. Donc c'est vraiment ça l'enjeu. C'est pour ça aussi, et j'en conclurai par là, qu'on a fait le lien, et on a demandé à l'UDES d'intervenir, on a fait le lien à l'UDES, donc qui est le syndicat d'employeurs de l'économie sociale, puisqu'ils sont aussi dans la gouvernance, hein, de AG2R, et c'est là
qu'on a fait le lien par ailleurs. Et l'UDES souhaitait pousser ce sujet de comment mieux accompagner les aidants qui sont en entreprise. Et donc, ils ont des travaux en cours là-dessus. Ils se sont intéressés de très près à nos travaux et j'espère qu'ils les relayeront au niveau national. Et là, on fait vraiment le lien, vous voyez, entre une problématique sociétale, dans tous ces enjeux que j'ai pu présenter, des réflexions et des expérimentations locales, véritablement, et en même temps, peut-être une politique demain nationale. Et en tout cas, je crois que les partenaires sociaux ont tout intérêt à s'en saisir très vite et très fort. Voilà. Donc, merci beaucoup de votre présence et de votre participation à cette restitution, au fond, de nos travaux. Je remercie en particulier... Alors, j'ai plus toute la liste, là, je vais être paumé, mais je remercie tous ceux qui se sont mobilisés sur l'organisation. Donc, évidemment, il y avait Invest in Bordeaux et Marie-Laure Dufaux, qui a été déjà signalée par William. Mais Marie-Laure a fait un très gros travail aussi autour de ce livret. Et je pense qu'on peut dire que sans elle, ça n'aurait sans doute pas vu le jour. En tout cas, pas de cette manière-là et pas avec ce niveau-là. Donc, c'est important de le souligner. Amélia Gustave, qui travaille à la chaire aussi et qui a piloté tout ça, y compris avec Marie-Laure, et que je remercie évidemment. Bon, certains la connaissent par la Cresse aussi, mais elle travaille aussi à la chaire, à vrai dire, elle a commencé à la chaire presque. Mais voilà. Et puis évidemment la Cresse, justement, la Chambre régionale de l'ESS Nouvelle-Aquitaine, qui s'est saisie également de ces sujets. Bagatelle, je les ai déjà cités à plusieurs reprises. Voilà. Et puis l'ensemble des composantes qui ont participé à ces travaux. Là, je ne peux pas tous les citer parce que pour le coup, ça serait un peu long. Et puis ceux et celles qui feront des petits ateliers, parce qu'il y a des ateliers, des stands. Il y a des stands à l'extérieur qui vous seront proposés à la fin pour présenter un peu les solutions, échanger. Et donc, je les remercie à toutes et tous. Voilà, je vous remercie. Je cède immédiatement la parole à la directrice, enfin la co-directrice, mais la co-directrice bordelaise de la Nouvelle-Aquitaine, de la Cresse Nouvelle-Aquitaine, qui va organiser le temps d'échange. Merci Mélanie. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis ravie de pouvoir animer cette deuxième, on va dire, étape de cet après-midi, à savoir la table ronde où on va échanger ensemble sur les danses en entreprise, comment on passe le cap. Donc on pourra effectivement, on va rentrer un petit peu plus dans l'action, on va dire, avec cette table ronde. Donc comme le disait Timothée, moi je suis Mélanie Tuillier-Fournol, je suis co-directrice de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Du coup, on a aussi largement contribué à ces travaux pour deux raisons. Déjà, parce qu'il nous semble que pour nous, l'ESS contribue aujourd'hui à proposer des solutions, en tout cas à destination des entreprises, et pas que d'ailleurs, ou en tout cas à destination de la société pour accompagner, proposer des projets sur les questions de l'aidance. Et puis parce que nous aussi, il faut qu'on avance sur ces sujets-là au sein de nos organisations et nos entreprises. Parce que, au même titre que ce que tu expliquais en introduction, Magali, on a aussi, nous, de plus en plus de salariés qui sont concernés dans nos organisations. Et peut-être qu'on y viendra après, mais qu'on n'en parle pas assez. Et qu'il est important de se saisir de ces sujets-là. Du coup, pour contribuer à cette table ronde, je vais inviter à me rejoindre. Alors, je prends mes petites notes. Jean Bouisson, donc on a déjà cité, qui est professeur émérite de psychogérontologie à l'Université de Bordeaux et vice-président de l'association Vivre avec. Philippe Lassalle-Saint-Jean, qui est co-dirigeant de la maison Menot. Magali Poinçu, qui est directrice de la RSE, de la communication et des relations extérieures de Régaz Bordeaux. Cécile Hébrard, qui est chargée de mission innovation sociale à la direction du développement économique de Bordeaux Métropole. Mario Baston, je vais prendre cette chaise-là moi, et je vous laisse vous installer du coup après. Mario Baston, qui est directeur général d'Eneal, foncière médico-sociale du groupe Action Logement. François Ringot et Magali Doré. Donc François Ringot qui est directeur de la retraite complémentaire du groupe AG2R La Mondiale et Magali qui s'est déjà présentée mais qui est responsable développement et action sociale en Aquitaine. Et nous aurons en visio, et on le remercie, en grand témoin, on va dire, David Cluzot, qui est président d'Uniformation, donc l'OPCO des métiers de la cohésion sociale, et directeur général d'Exopé, l'organisation professionnelle représentative des différents champs conventionnels de l'économie sociale et solidaire, et qui parlera aussi au titre de l'UDES ce soir, qui est le syndicat employeur des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et j'ai oublié Olivier, excuse-moi Olivier Frézé, bien sûr, directeur du Domcare et Danse Dépendance Autonomie, du pôle Action Sociale et Formation de la Maison Santé protestante de Bordeaux-Bagatelle, et également président de l'association Vivre avec, mais tu auras peut-être l'occasion de nous en parler un petit peu après. Je vais m'asseoir moi aussi, du coup. Hop.
Alors c'est une grande table ronde, vous avez vu. Donc on va essayer d'être efficace dans nos prises de parole, du coup. Mais je vais démarrer. Alors l'idée aussi de cette table ronde, c'était d'avoir d'un côté des témoignages d'organisations, d'entreprises qui réfléchissent, qui mettent des choses en place, et puis face à ces témoignages, des experts qui vont pouvoir venir du coup enrichir les propos, peut-être être engagés aussi sur ces sujets-là, hein, puisque c'est aussi le but, c'est qu'on avance, qu'on passe le cap, c'est le titre de la table ronde, donc c'est bien ça l'idée. Mais peut-être avant tout ça, il faut qu'on pose une définition globale. Donc je vais demander peut-être à Jean Bouisson de nous aider à définir ce qu'est les danses. Alors on va prendre les micros qui sont devant vous. Je vais garder celui-là. Alors je ne sais pas s'ils sont bien alignés ici. Ouais, si ça a l'air. Peut-être Jean, si vous pouvez nous donner votre Alors, j'ai danses. deux définitions à faire, en fait. Celle de l'aidant et celle de l'aidance. Exactement. Voilà. Celle de l'aidant, on peut prendre celle de 2009 qui court partout. Un aidant, un proche aidant, un aidant familial, c'est une personne qui est non professionnelle et qui vient aider temporairement ou de façon plus durable une personne de son entourage qui a des besoins d'aide et de soutien. Cette aide et ce soutien peuvent avoir différentes formes, elles peuvent être physiques, psychologiques, administratives, etc. Et aussi, elle peut être soit temporaire, soit permanente. Ça, c'est la définition de l'aidant. Alors, l'aidance, c'est un peu différent parce que c'est pas que l'aidant tout seul. L'aidance, c'est le lien qu'il y a entre l'aidant et l'aidé dans son écologie propre et ses différentes étapes. Alors, Olivier va tout de suite me regarder de travers, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de mon point de vue, on ne peut pas considérer l'aidant tout seul. On ne peut pas considérer l'aidant tout seul si on ne fait pas aussi référence au lien qu'il a avec son aidé dans son environnement et dans son contexte. En effet, si vous voulez, le lien qui se noue entre un aidé et un aidant peut-être va se nouer de façon rapide, parfois un peu catastrophique, dans la confusion, dans la culpabilité aussi, avec comme justification l'obligation, la nécessité, le devoir, etc. Eh bien, ça n'a rien à voir avec un autre lien qui est, lui, beaucoup plus apaisé, entre un aidant et un aidé, qui vont échanger des réciprocités, qui vont les construire d'ailleurs l'un et l'autre, qui vont les construire et carrément leur permettre de grandir, parce que ça existe, ça aussi. Et dans ce lien vont aussi s'introduire quantité d'autres personnes, en particulier des professionnels de santé, les professionnels de l'aide à domicile, et ça peut représenter beaucoup de personnes aussi. Ce lien va aussi évoluer. Il peut durer sur des années, mais il peut se marquer de fatigue, par exemple, au fur et à mesure. Et ça, c'est également important à prendre en compte. Alors, on dit 11 millions d'aidants. En fait, il faudrait dire 22 millions de personnes concernées, puisque dans ce lien avec l'aidé, il faut absolument tenir compte de l'aidé. Vous vous rendez compte, 22 millions de personnes, et puis, de toute façon, c'est toute la vie, et tout le monde va être concerné par ça. Vous l'avez été, vous le serez probablement encore. Tout à l'heure, on nous disait, je suis tout à fait d'accord avec ça, il n'y a pas d'âge pour être aidant, et je suis complètement d'accord. J'ai suivi pendant des années une consultation de thérapie familiale et j'ai pu assister à des choses formidables. Je finis là. Où des mères étaient vraiment les aidés de leurs enfants tout petits, qui les réparaient littéralement, qui étaient leur soleil pour elles.
Voilà, mais j'arrête. Excuse-moi. Alors, non, J'ai pas de déjà souci. dépassé les 5 Non, minutes. on va juste encore un tout petit mot, peut-être pour faire le lien, pour m'aider dans la transition. Pourquoi ça nécessite des aménagements d'entreprise ? Pourquoi l'entreprise a toute sa place sur ces questions de Voilà. relations aidants-aidés Voilà. Alors, si vous avez bien suivi ce que j'ai dit, c'est le lien qui est important. Quand on parle de l'aidant, le lien avec l'idée. Quand il arrive en entreprise, l'aidant, il arrive avec tout ça. Il ne laisse pas, comme on dit souvent, ses affaires, ses ennuis au vestiaire. Ce n'est pas vrai, cette histoire-là. C'est une fable totale. Il vient avec tout ce qu'il est. Il vient avec tout ce qu'il a. Et je crois que là, l'entreprise a quelque chose d'extraordinaire à jouer. D'abord, ce travail peut être d'écoute, mais de prévention, surtout les aidants. Et après, ce que j'appelle avec Olivier, un rôle de sentinelle des aidants, où peut se faire les premiers éléments de prévention et après les liens avec le territoire, justement les acteurs importants du territoire, pour mettre en place le schéma sensibilisation, détection, action. Je m'arrête parce que je vais encore être trop long. De toute façon, si vous avez des questions, il y aura un petit temps d'échange aussi avec la salle tout à l'heure. Donc, vous aurez l'occasion de réagir, puis vous pourrez aussi réagir un petit peu plus tard. Merci en tout cas pour ces paroles introductives qui nous permettent de partir sur une définition partagée, en tout cas, de cette question-là. Peut-être comme on a parlé entreprise, l'idée qu'on ait des témoignages d'organisations et d'entreprises. Donc, je vais vous demander de passer peut-être le micro à votre voisin. Donc, Philippe Lassalle-Saint-Jean, je vais commencer par vous. Donc, vous êtes co-dirigeant de la maison Menot. D'ailleurs, il y a une interview de vous dans le livret, donc on pourra retrouver aussi votre vision plus détaillée que ce que vous allez pouvoir nous présenter là du sujet. Mais justement, dans le livret, vous citez le fait que c'est un sujet dont on ne parle pas, ou peut-être pas assez. Du coup, je serais intéressée pour que vous nous expliquiez comment, au sein de la maison Menot, vous traitez cette question-là aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait bouger aussi en interne ? Comment vous vivez les choses ? Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, la maison Menot est une entreprise familiale d'une quarantaine de salariés, dont la production, le siège social est à Bordeaux, à Darwin, et la production est sur Saint-Loubès. Notre RSE est labellisé depuis longtemps, avec une porte d'entrée qui était plus environnementale, la partie sociale étant gérée, puisqu'on est une entreprise familiale depuis plusieurs générations, quelque chose d'inculqué qui faisait que les collaborateurs et l'humain est systématiquement mis au centre du projet, de la continuité, de la durabilité de l'entreprise. Au-delà de ça, on a aussi un énorme lien avec notre territoire et on parle chez nous plus de responsabilité territoriale de l'entreprise et de l'impact qu'on a sur notre territoire. La semaine dernière, je suis allé comme je fais mon bilan carbone, j'ai fait Paris, Aix-en-Provence, Nice, Montpellier, Bordeaux, voilà. Et dimanche Arcachon, comme tous les gens de mon âge. Et aujourd'hui, je suis ici. Je lis beaucoup les groupes WhatsApp qu'on a en interne, avec des groupes WhatsApp spécifiques sur des groupes de travail environnementaux, sociaux, voilà. Depuis longtemps, je dis que je ne suis pas étonné ni par Internet, ni par le Covid, ni par la visio, puisque parfois je viens dans une salle de réunion où mes collaborateurs sont tous en visio et je dis « mais pourquoi je ne le fais pas depuis chez moi ?» Et comme je l'ai dit lorsqu'on m'a interviewé, lorsque Marie-Laure a pensé à moi, on parle beaucoup de qualité de vie au travail. On a déménagé il y a 4 ans sur un site de 20 000 mètres carrés de bâtiments où j'ai accueilli d'autres locataires, dont une association en lien avec l'aide à domicile, parce que j'avais fait de la solution hydroalcoolique, je le raconte, pendant le Covid, parce qu'on a eu un petit trou d'air, mais comme on est dans l'agroalimentaire, il fallait quand même aller travailler tous les jours. Et donc, comme on n'arrive pas à me faire rester quand même à un seul endroit, avec ma petite dérogation, j'allais offrir des solutions hydroalcooliques, ça me permettait de bouger sur le territoire. Et donc, ces gens-là sont venus à moi en me disant on aimerait bien partager vos espaces. Et du coup, j'ai discuté un peu sur qu'est-ce que vous faites et comment vous aider. Et donc, je me suis dit tout d'un coup, mais et nos collaborateurs, eux, c'est les seuls qui n'ont pas besoin d'être aidés. Donc, j'en ai parlé, mais chez nous, en fait,
même si on pratique la politique de la porte ouverte, on vient plus me voir pour des problèmes financiers que pour des problèmes de sa vie au quotidien. Voilà. Donc c'est quelque chose que j'apprends à la machine à café. Voilà. Si je croise en disant « j'ai l'impression que Jennifer et Vanessa, elles ne sont pas en forme », tout d'un coup, il y a quelqu'un qui me dit « voilà leur problème ». Et donc là, souvent, je dis vous savez, je suis un papa, voilà, on est une famille, il n'y a pas de souci, ma porte est ouverte. Et est-ce qu'elle en a parlé au CSE? Est-ce qu'elle en a parlé dans les groupes de travail, de qualité de vie au travail? Non. Et je pense qu'on a un côté, peut-être dans notre éducation judéo-chrétienne, qui fait que entre le monde de l'entreprise et le citoyen, la personne que l'on est, il y a des choses, on n'a pas envie de les dire. Quand on a eu la problématique, comme tout un et chacun certainement dans l'organisation, d'être confronté à la problématique du cancer, je leur ai dit, vous avez vu que dans nos mécénats, on est mécène de Rose Up et de la Maison Rose à Bordeaux. Notre porte d'entrée, j'ai effectivement pas à vous dire pourquoi, mais on a été touchés, nous, la famille, par ça. Et donc, on s'est dit, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose et qu'on communique. Donc, comment on arrive à libérer la parole? Est-ce qu'il faut mettre une sorte de boîte aux lettres, numérique ou pas, où quelqu'un va venir témoigner de son souci pour qu'on essaye de s'en occuper? Voilà. En tout cas, moi, je remercie Marie-Laure parce que je préside la commission RSE à la Chambre de commerce. J'ai dit, tiens, les aidants, on n'en a pas parlé. Alors, on n'en a pas parlé, et l'entreprise, on aime bien dire que c'est la vie, on aime bien dire qu'on passe plus de temps en entreprise souvent qu'à la maison, mais pourquoi on n'en parle pas? Voilà. Donc ça m'a énormément interrogé, et comme l'a dit Timothée, j'ai été sensibilisé. Maintenant que vous m'avez détecté, j'arrête pas de le balancer partout en disant il faut qu'on s'en occupe, notamment parce que je suis du début des années 60, donc j'ai beau boire bio et manger bio, voilà, ça va aussi me fatiguer à terme. Et donc je me dis le premier à aider, peut-être que ça sera moi. Donc il faut qu'on s'en préoccupe. Bon, voilà un petit peu ma porte d'entrée sur le sujet. Et si jamais ça tombe bien. Si jamais je peux aussi, parce que malheureusement je cumule, sauf en politique, j'ai un mandat évidemment au MEDEF et au niveau régional et national. Je ne suis pas dans les groupes de travail RH, je le dis, mais je suis plus développement durable et transition. Il faut trouver les arguments pour arriver à ce que mes collègues, et donc vous l'avez rappelé, 90% du tissu, c'est des TPE, des PME. Déjà, quand je leur dis, moi, j'ai pas de souci avec mon énergie renouvelable et mes panneaux photovoltaïques, pendant 10 ans, le kilowattheure, il me coûte la même chose. Les gars me disent, oui, mais tout le monde ne gagne pas la vie comme toi. Et j'ai dit, je me suis permis de... Voilà. Mais enfin, si j'avais investi dans l'immobilier, peut-être que ça me rapporterait plus, je sais pas. Bon, on peut en parler. Sur la partie sociale, je vais quand même, j'en préfère, je suis peut-être l'un des seuls patrons autour de la table qui peut en parler. Je pense qu'on me dit, on a déjà laissé beaucoup de choses socialement. S'il te plaît, Philippe, commence pas à ouvrir cette boîte de Pandore, parce que sinon, ça va encore nous coûter des heures improductives. Peut-être juste... Pour finir en 2 mots, est-ce que concrètement vous avez réussi à mettre des choses en place? Alors déjà, merci de devenir l'ambassadeur de demain des questions des danses, parce qu'il y en aura bien besoin. Je crois que c'est ressorti des ateliers, en tout cas, ce besoin d'ambassadeur aussi sur ces questions. Et puis je retiens aussi libérer la parole, parce que je pense que c'est effectivement, en tant que dirigeant, alors vous avez parlé de la porte ouverte, mais effectivement, comment peut-être au niveau des RH, on peut mettre des choses en place? Est-ce que vous avez eu l'occasion déjà de mettre des choses en place? Donc nous, sur le comité de pilotage en RSE, sur les différents axes, on a rajouté cet axe-là avec un indicateur et on a demandé à un mini-groupe de travail de commencer à en parler. Voilà, j'ai la même problématique, on a nous la parité homme-femme dans tous les services.
Et j'ai découvert aussi lors d'un audit une problématique de harcèlement, voilà, qui ne m'était pas remontée. Et l'auditeur m'a dit mais vous inquiétez pas, ça a été géré. Et je disais pourquoi moi j'ai été oublié. Et donc j'ai dit il faut un indicateur et il faut un livret, un rendu pour qu'on puisse le lire dans le TGV tranquillement sans aller plus loin, quoi. Voilà. Donc la première des choses, c'est un mini-groupe de travail et un indicateur et essayer de faire une sorte de questionnaire pour voir à notre niveau, au niveau des salariés, quelles seraient les personnes qui seraient... Voilà, parce que je sais, moi, 2 collaboratrices qui ont des enfants avec des handicaps. Elles me l'ont dit. Elles m'ont dit aussi qu'elles souhaitaient que ça reste de l'ordre du privé. Voilà, mais je voudrais que ça dépasse exclusivement la direction. Je rappelle qu'on est 40, mais voilà, 40, on a 12 ans d'ancienneté chez nous. Et il y a quand même des gens qu'on voit régulièrement. Et comme je dis souvent, je t'ai eu ce matin au téléphone, le lundi matin quand j'arrive, mon travail, c'est de prendre un café et d'aller voir tout le monde et de dire bonjour et d'essayer de recueillir la parole des uns et des autres. Voilà. Et puis une fois tous les 3 mois, je fais une grande messe au micro comme ici pour leur dire qu'on a encore des ambitions. Merci pour ce témoignage. Je vais vous demander de passer le micro à votre voisine de droite, donc de gauche, pardon. Magali Poinçu, donc directrice de la RSE et de la communication et des relations extérieures chez Régaz. Alors, du coup, témoignage de Régaz. Quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit, nous, on a une culture, c'est culturel chez nous. Ça fait longtemps, notamment par l'action syndicale, qu'on porte ces sujets-là. Du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, c'est un peu plus large que ça. Disons que ce sujet-là rentre dans un ensemble de choses pour lesquelles je trouve que nous sommes extrêmement privilégiés. Alors moi, je n'ai pas grandi dans les IEG, c'est les industries électriques et gazières. Ce sont des très grandes entreprises où vous avez eu des luttes sociales importantes, une culture de la solidarité et une convention collective qui est très protectrice des collaborateurs. Pour avoir évolué dans d'autres mondes, je trouve qu'aujourd'hui, nous avons à notre disposition des outils qui nous permettent en tout cas de résoudre pour le moment une partie de notre sujet. On a par exemple une infirmière du travail à temps plein, je la salue, elle est venue ce soir. On a une permanence d'une assistante sociale une fois par semaine, une journée entière pour l'ensemble des collaborateurs. Bon, ça aussi, parce qu'on a évoqué tout à l'heure la question du guichet, c'est très compliqué quand on ne sait pas exactement à qui s'adresser, ce qu'il faut faire, comment le faire. Bon, là, on a quelqu'un qui est extrêmement... pour l'avoir... elle m'a déjà aidée et donc je sais qu'elle est facilitatrice et elle est vraiment présente pour les collaborateurs. On a la possibilité de faire la sensibilisation. On a eu la chance de voir Monsieur Frézet qui est venu. On a des managers qui sont à l'écoute. C'est un climat global qui est plutôt favorable et soutenant. Et ça, c'est déjà un luxe, je trouve, par rapport, encore une fois, à d'autres types d'entreprises. Alors vous avez déjà agi sur la première étape que citait tout à l'heure Timothée quand on parle de sensibilisation, détection, action. Donc sur la sensibilisation, il y a effectivement des possibilités déjà que vous avez pu mettre en œuvre au sein de Régaz. Vous avez dit que vous êtes un grand groupe. Est-ce que vous avez... Alors, non, pas un grand groupe. On est un groupe de 500 collaborateurs. De toute façon, vous allez voir, on va aller de plus en plus gros. Et l'entreprise, nous comptons 265 collaborateurs, donc chez Régaz Bordeaux, précisément. Combien ont été sensibilisés ? Vous parliez des managers tout à l'heure, ça représente combien de personnes? Alors là, on avait fait une conférence, c'était une sorte de test, et elle a fait carton plein, on a même dû refuser du monde. Donc on sera sans doute amené à repositionner le sujet en interne. On l'a évoqué aussi tout à l'heure, en fait, donc je parlais d'une vieille entreprise aux traditions fortes. C'est une vieille entreprise dans tous les sens du terme, puisque la moyenne d'âge des collaborateurs est de 50 ans. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on a une moyenne d'âge aussi élevée ? Eh bien, ça veut dire qu'on se prend de plein fouet actuellement le sujet de l'aidance, notamment des parents. Tout à fait. Et quand on a des sujets ponctuels, on sait le gérer. En termes de management, je vais vous donner mon exemple. Nous sommes 9 dans l'équipe.
Et nous sommes 5, et je m'inclus, à être confrontés au sujet de l'aidance, et de manière, parce que on a beau s'y préparer, ça paraît extrêmement logique. Bon, tout d'un coup, il se passe un événement qui nous fait basculer dans ce sujet de l'aidance. Et bien souvent, on ne l'a pas suffisamment préparé. On ne s'y est pas même préparé soi-même. Et donc, et tout d'un coup, ça bouscule un certain nombre de choses. Bon, évidemment, ça bouscule les êtres humains. D'abord, on se retrouve un petit peu en position de vulnérabilité. Ça bouscule l'organisation du travail. Il faut en parler aussi. Et donc, on doit trouver des solutions par rapport à ça. Et on est exactement confronté à ça. Et je témoignais de mon équipe, mais c'est quelque chose. On voit un effet un peu domino dans l'entreprise actuellement. On en parlait tout à l'heure et on en parle très souvent. Beaucoup de gens vont, et là, du coup, c'est aussi à ça que ça sert, voir l'infirmière du travail ou bien l'assistante sociale désemparée et en demandant de l'aide. Là où le corps social est fort, c'est que, bon, déjà, nous sommes à la semaine de 4 jours, donc il y a une organisation, un aménagement du travail qui est quand même, là aussi, facilitateur. On a un management qui est à l'écoute. Bon, tout ça, c'est des choses qui nous permettent de réagir. Mais néanmoins, la vague est là et il va bien falloir qu'on soit un peu plus imaginatif. Encore une fois, notamment en termes d'organisation, je pense, du travail. Peut-être un peu d'agilité dans les équipes pour y répondre. Merci pour ce témoignage. Du coup, je vous passer la parole à Cécile Hébrard, donc qui va, du coup, on va passer de l'entreprise vers plutôt l'organisation, l'institution, on va dire, puisque Cécile, on se connaît bien, donc je me permets de te tutoyer. Tu es chargée de mission innovation sociale à la direction du développement économique de Bordeaux Métropole, mais du coup, Bordeaux Métropole, on a souvent une image plutôt de la collectivité qui peut être financeur d'ailleurs de projets, etc. Mais en interne, comment vous traitez cette question de l'aidance ? Alors merci pour l'invitation et pour le témoignage du coup qu'on va essayer d'apporter. Moi, je m'excuse déjà parce que je voulais quand même mettre en avant aussi ma collègue Sandrine Darier qui a participé aux ateliers ayant conduit à l'élaboration du livre blanc et qui s'excuse de ne pas être là aujourd'hui. Et c'est elle la spécialiste. Donc voilà, j'espère que vous serez un peu indulgents avec moi. L'idée, il y a déjà il y a des chiffres. Vous aviez parlé, monsieur, de 11 millions d'aidants. C'est quand même pas rien. Moi, en lisant et en parcourant rapidement le livre blanc, j'ai retenu aussi 2 autres chiffres qui m'ont interpellée. C'est 70% sont des actifs. Et on estime qu'en 2030, un tiers des salariés seront aussi aidants. Voilà, donc on voit bien l'ampleur du phénomène. On est sur une thématique sociétale qui traverse l'ensemble des organisations, de petite ou de grande taille, les territoires, etc. Et la métropole, oui, c'est aussi un employeur. On est 5500 agents. Voilà. Oui, on monte. Donc on grossit un petit peu. Voilà, donc c'est un sujet que la collectivité a décidé on s'est emparé du sujet, en tout cas. Je voulais préciser aussi que c'est un sujet qui apparaît, c'est une thématique qui apparaît aussi dans le cahier des charges du label AFNOR Égalité Femmes-Hommes et Diversité. C'est un double label maintenant apparemment qui existe. Et cette thématique, elle est pleinement intégrée là-dedans. La métropole de Bordeaux, du coup, est soumise aussi à ce label et l'a reconduit là en 2024 pour les 4 prochaines années. On voit aussi ce phénomène de l'aidance et des salariés aidants de plus en plus apparaître en échangeant avec les assistantes sociales qui accompagnent certains salariés dans leur parcours. Donc on voit de plus en plus de gens qui témoignent et qui osent s'exprimer aussi sur, on l'a dit, tu le disais je crois, souvent on en parle peu ou pas, bon, les paroles quand même se libèrent depuis. Donc nous, on a 2 directions qui portent plus particulièrement le sujet, bien évidemment notre direction des ressources humaines et la direction conseil et organisation. Elles ont décidé du coup de travailler et d'aboutir à la création d'un statut de proche aidant. Donc, pour essayer de structurer du coup cette démarche-là, favoriser le maintien et le retour à l'emploi des agents aidants.
Et donc, elles ont lancé depuis 2022 une démarche déjà de sensibilisation de l'ensemble des agents de la métropole de Bordeaux. Ça a démarré par un flyer de sensibilisation qui nous a été distribué sur nos lieux de restauration pour nous expliquer ce que c'était déjà, tout simplement. En parallèle de ça, il y a un questionnaire qui a été distribué aux agents pour mieux comprendre ce que pouvait être cette problématique pour les agents qui venaient travailler au quotidien dans notre organisation. Donc ça a permis de mesurer comment on pouvait accompagner au mieux du coup chacun des professionnels dans les problématiques diverses et variées que chacun pouvait rencontrer. En parallèle de ça, il y a un groupe de travail qui a été mis en place avec des agents témoins, du coup. La première chose qui est remontée par ces agents qui ont participé à ce groupe de travail, c'est qu'il était nécessaire de reconnaître en fait ce statut de proche aidant au même titre que le statut de parent, tout simplement. Donc voilà, donc la collectivité a engagé encore un certain nombre d'actions. Il y a des annuaires qui ont été mis à la disposition des salariés pour apporter l'ensemble des connaissances qui pouvaient exister sur le territoire et qui pouvaient accompagner du coup les agents. Il y a un benchmark aussi qui a été fait auprès d'autres collectivités pour aller capter les bonnes pratiques et essayer de s'en saisir aussi. Aujourd'hui, on est plutôt sur une phase de structuration. On essaie chaque année d'organiser un événement première semaine d'octobre de sensibilisation de l'ensemble des agents. On fait venir aussi des associations et des organismes qui accompagnent individuellement les personnes sur cette problématique-là. On a du coup normalement premier trimestre 2025 le statut de proche aidant qui devrait être mis en place. Donc ça, c'est une première des choses, avec derrière toute une série d'accompagnements, un diagnostic des personnes qui le souhaiteraient et qui seraient confrontées à cette problématique-là pourraient faire un diagnostic. Si la personne est reconnue comme aidante, à ce moment-là, il y a tout un plan d'accompagnement avec les assistantes sociales qui devrait se mettre en place. Voilà, donc on essaie de structurer les choses. J'oublie très certainement, mais je vais rester après, on peut continuer à discuter si vous le souhaitez. Peut-être il y a quelques outils, il y a quelque chose qui a été évoqué aussi rapidement, je ne sais plus qui, je crois que c'est William sur les dons de jours de congé en fait. Donc en fait les assistantes sociales chez nous, elles vont essayer de mobiliser différents outils, les dispositifs du télétravail dérogatoire, des autorisations exceptionnelles d'absence et des dons de jours et des assouplissements aussi d'horaires voilà, pour accompagner au mieux les agents. Donc voilà, on est vraiment sur une phase de structuration. Une fois que ce statut d'aidant salarié sera défini et reconnu, on va rentrer plutôt sur une phase de sensibilisation et de communication de l'ensemble des agents de la métropole de Bordeaux et aussi des managers. Voilà, parce qu'on va toucher aussi à l'organisation. Ça avance bien du coup côté Bordeaux Métropole. Du coup, on sera curieux de vous écouter dans quelques temps quand le statut sera officiel, on va dire, enfin posé au sein de la métropole, en termes d'indicateurs, de savoir combien ça représente sur une population de 5000 agents. Déjà, ça donnera, à mon avis, déjà un bon exemple d'accompagnement et de proportion aussi de ce que ça représente au sein d'une collectivité comme celle de Bordeaux Métropole. Merci du coup Cécile pour cette intervention. Et donc pour finir ce tour de table des entreprises, des organisations, on va passer la parole à Mario Baston. Donc vous êtes, alors quand j'ai dit on allait de plus gros en structure, alors vous c'est un groupe de 20 000 salariés je crois. Donc vous êtes directeur général d'Eneal qui est une foncière médico-sociale du groupe Action Logement. Donc vous abordez la question des aidants par les missions de votre entreprise, du coup, en tant que groupe paritaire Action Logement, pour aider les salariés aidants au sein du groupe, mais peut-être aussi au sein de vos bénéficiaires. Donc, du coup, concrètement, comment cette réflexion est apparue chez vous et qu'est-ce que vous mettez en œuvre aujourd'hui sur le sujet ? Bonjour à tous. Le groupe Action Logement, c'est 20 000 salariés, vous l'avez dit, et c'est 1 115 000 logements. C'est le plus grand groupe de logement social en France. Sur ces 1 115 000 logements, c'est 30% de locataires de plus de 60 ans. Donc c'est un sujet. Et le groupe Action Logement, c'est un groupe paritaire, donc MEDEF, organisation syndicale.
c'est un groupe dont le cœur de métier est le logement des salariés. Donc c'est le logement des salariés d'entreprises cotisantes. Ça, c'est son cœur de métier. Donc on a plusieurs actions mises en place aujourd'hui par le groupe Action Logement, soit pour ses propres salariés, sur ses 20 000 salariés, soit au travers d'actions que Inéal porte, que je dirige, au travers d'engagements qu'on a mis en place dans un livre blanc très précis d'actions d'engagement pour accompagner les locataires occupants de logements. Aujourd'hui, nos 30% de locataires ou plus qui sont aujourd'hui soit en perte d'autonomie, soit qui ont besoin d'accompagnement. Aujourd'hui, donc, on travaille sur plusieurs solutions. La première, c'est qu'on va d'abord, aujourd'hui, dans notre entreprise, il y a des solutions qui sont mises en place pour nos salmopropres salariés au niveau des 20 000 salariés, donc des actions que vous connaissez, hein, au niveau des frais de jour, au niveau des répartitions d'horaires, le choix aussi d'avoir choisi du temps adapté pour les personnes aidantes et la détection des collaborateurs aidants. Donc tout ça, c'est mis en place, mais c'est plutôt notre RH qui vous en parlerait mieux. Par contre, sur toute la partie aujourd'hui accompagnement, sur tout le volet habitat, et là c'est plutôt Inéal qui est le spécialiste pour le groupe Action Logement, sur la partie habitat, donc plusieurs actions. L'action auprès de services auprès des entreprises cotisantes, c'est quoi? C'est que Action Logement, c'est aussi Action Logement de services. C'est des services qui sont apportés auprès des entreprises cotisantes et des services d'accompagnement, de solutions qui sont apportés d'abord pour l'habitat des salariés et aussi un certain nombre de services pour les locataires salariés des entreprises cotisantes et des futurs locataires. À ce propos, donc, on met en place toute une série de solutions pour lesquelles on peut s'appuyer sur du maillage territorial, puisqu'Action Logement, c'est un maillage territorial complet sur tout le territoire national, y compris sur les départements et territoires d'outre-mer. Donc on approche tous les territoires, les métropoles, y compris les territoires ruraux. On va s'appuyer sur un maillage, sur des conventions, sur des partenariats forts. On a signé un partenariat Action Logement, Inéal, Agicarco. Donc ce partenariat nous sert à pousser des solutions, à pousser des actions auprès donc des entreprises cotisantes du groupe Action Logement, mais aussi auprès des locataires qui occupent le parc. On va chercher à travailler sur l'adaptation du logement, sur le logement, sur le bien vieillir à domicile et sur le maintien à domicile. Donc ces salariés, généralement, quand ils rentrent dans les logements, quand ils ont eu un logement grâce au groupe Action Logement, ils restent en moyenne 20 ans dans le logement, donc en moyenne. Et quand ils sont retraités, ils restent dans le logement. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de partir ailleurs, donc ils restent dans le logement. Donc là, on met un plan d'action très, très fort pour les accompagner, à la fois sur l'adaptation du logement, à la fois pour trouver aussi des moyens de parcours résidentiel. Le parcours résidentiel, c'est quoi? C'est soit de chercher à trouver un logement mieux adapté dans le quartier, soit éventuellement de les aider à trouver un habitat, des places dans des établissements médico-sociaux. Et il faut savoir que le groupe Action Logement, c'est aussi 650 établissements médico-sociaux dans le groupe. 650 établissements médico-sociaux seniors. Donc EHPAD, résidence autonomie. Et en grande partie qui sont portés par Inéal. Donc là, sur ce volet-là, on fait un gros travail sur le volet immobilier. À savoir que lorsqu'il y a des aidants, lorsqu'il y a une des solutions pour les aidants, c'est aussi trouver des lieux de répit. Et pour trouver des lieux de répit, il faut à la fois soit trouver le bon réseau qui vous portera le lieu de répit, soit avoir été en capacité de développer des lieux de répit à proximité de l'aidant et de sa famille et de l'aider. Et donc nous, quand on travaille sur des résidences autonomie, des EHPAD, quand on travaille sur du logement inclusif, on fait en sorte de travailler avec notre réseau d'exploitants, puisqu'on travaille qu'avec des exploitants, des gestionnaires médico-sociaux à but non lucratif, hein, associations, hospitaliers, mutualités. Donc ces réseaux-là, on fait en sorte de mettre en place des lieux de répit dans ces établissements-là sur le volet immobilier. Donc ça, c'est aussi une réponse qu'on apporte. Et donc toutes ces réponses qui sur le volet habitat servent avant tout à multiplier les solutions pour l'aidant, pour le salarié aidant et pour sa famille, dans un périmètre qu'on espère assez étroit pour avoir plusieurs solutions dans un périmètre pas trop éloigné de la problématique. Et une dernière solution, il
y en aurait d'autres, mais une dernière pour ne pas être trop long. Par exemple, nous, ce qu'on cherche aussi, c'est le rapprochement des familles, aidants, aidés, et notamment en ouvrant des logements, en proposant des logements dans ces conditions-là. Voilà, donc le groupe Action Logement a essayé de travailler sur l'effet de levier de l'habitat, l'effet de levier du logement sur le domaine de l'aidance et trouver des solutions assez concrètes sur ces sujets-là. Alors, très intéressant, merci, parce que du coup, c'est vrai que la question du logement, c'est aussi une question centrale autour du sujet aidance aidé, du lien qui était évoqué. Ce que je trouve aussi intéressant dans votre intervention, c'est que on l'a évoqué déjà un petit peu, puis ça va nous permettre aussi de pouvoir interpeller aussi vos témoignages d'experts. Ensuite, la question de la coopération, vous avez beaucoup parlé on travaille avec notre réseau, on essaie de faire ça en complémentarité, etc. Donc on voit bien que toutes les solutions, qu'elles soient qui ont été présentées là, telles qu'elles sont proposées, nécessitent de toute façon de le faire avec les acteurs du médico-social. On a parlé aide à la personne tout à l'heure, logement. Enfin, on voit bien que tout ça doit rester très coopératif pour que ça avance et que ça réponde complètement. Oui, complètement, parce que de toute façon, hein, les entreprises, et vous l'avez tous dit, l'entreprise aujourd'hui, c'est un vrai sujet pour l'entreprise. Bon, il y a le coût de l'aidance, hein, c'est 30 milliards d'euros par an, c'est des coûts cachés pour les entreprises. Les entreprises aujourd'hui, ils font attention, c'est de l'absentéisme, c'est des jours perdus, c'est des départs de l'entreprise prématurés, etc., etc. Donc ça a un véritable coût. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est adapter des solutions sur le logement et aussi se servir de tout le maillage qu'on a réussi à construire auprès de l'habitat, avec l'habitat, après des réseaux d'exploitants, gestionnaires médico-sociaux, des partenariats qu'on fait avec des grosses structures, bon, le Gicarco en est un, avec des grosses associations aussi médico-sociales avec qui on travaille, justement pour porter ces solutions auprès de l'entreprise et auprès des locataires vieillissants ou des locataires aidés ou aidants. Donc c'est ce réseau-là qui nous sert à travailler comme ça. Nous, on est un gros bailleur social, ce qui nous permet de nous appuyer sur pas mal de solutions au niveau territorial. Mais sans le réseau, sans la mutualisation, sans la coopération, de toute façon, ça ne pourrait pas fonctionner, puisqu'on est quand même un bailleur social spécialiste de l'habitat. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci du coup à tous les quatre pour cette présentation. On va du coup maintenant donner la parole plutôt aux experts et puis du coup je vais un peu inverser. On voulait faire intervenir David Cluzo à la fin, mais je crois qu'il doit partir après, donc je vais prendre son témoignage tout de suite. Mais en même temps, ça fait écho à ce qui a été évoqué. On a parlé aussi rapidement de l'action, enfin en tout cas de la place des syndicats aussi dans ces questions-là. On est bien sûr sur les questions entreprises, entre échanges. Alors, autour des syndicats de salariés, mais aussi des syndicats employeurs. Donc, merci David Cluzo du coup d'être présent avec nous sur cette fin de journée. Alors, peut-être avec vos différentes casquettes, parce que je l'ai cité, il y a donc l'OPCO Uniformation, Exopé et l'UDES en tant que syndicat employeur de l'ESS. L'idée, c'est que vous puissiez nous donner une lecture un peu plus nationale peut-être des choses. Selon vous, comment s'est traitée cette question au sein du syndicat employeur qui est l'UDES quelle place prend l'aidance? Ça, on a déjà eu un peu un aperçu et je pense que l'ESS suivra à peu près les mêmes statistiques qu'ailleurs, il n'y a pas de raison. Mais, et aussi, selon vous, au niveau institutionnel, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour passer le cap? Bonjour à Et tous tout et ça toutes. en 5 minutes. 5 minutes, évidemment. Vous m'entendez bien? Oui, oui, très bien. Super. D'abord, m'excuser parce qu'effectivement, à 17h30, je m'enfuirais comme un voleur. Donc voilà, je suis désolé. Merci de l'invitation. Donc oui, je vais plutôt parler du point de vue de l'UDES, ce qui permet d'avoir une vision un peu plus globale sur la question des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Donc juste pour rappel, l'UDES, c'est l'Union des employeurs de l'économie sociale. Donc c'est la réunion d'une vingtaine de syndicats employeurs de l'économie sociale. Et ce sujet nous intéresse particulièrement parce que aujourd'hui, on négocie avec les 5 confédérations syndicales un accord national cadre qui est relatif au parcours professionnel et à l'attractivité des entreprises de l'ESS, dans lequel on aborde et on embarque la question des salariés aidants qui fait l'objet d'une attention toute particulière. En fait, cet accord, il est né de l'idée qu'il fallait, après avoir traité d'un certain nombre de transitions, d'aborder la question des transitions démographiques. Et dans les transitions démographiques, en tout cas au sein de l'entreprise, il y a la question des danses qui se pose. Et puis au sein de l'ESS, alors je vais peut-être faire un focus sur les chiffres de l'économie sociale et solidaire, mais c'est un sujet qui est encore sans doute plus prégnant, à un double titre. D'abord parce que, on l'a dit, mais je le répète, l'âge moyen d'entrée dans les danses, c'est de 39 ans.
contre 60 il y a encore quelques années. Il se trouve que dans le SS, les salariés sont plus vieux que dans le reste de l'économie et que donc ils sont plus concernés et plus vite concernés que dans le reste des secteurs professionnels. Et puis par ailleurs, 57% des aidants sont des femmes. Et dans le SS, 67% des salariés sont des femmes. Donc la prégnance de la question des danses est donc absolument renforcée. C'est pour ça qu'on s'y est attaché tout particulièrement. Et finalement, on sait aujourd'hui que parmi les aidants, dans un cas sur deux, ça sera un salarié, et qu'aujourd'hui déjà, il y a un salarié sur cinq qui est concerné par la question des danses. Alors, comment, quelle place ça va prendre dans nos organisations? Donc d'abord, évidemment, il y a la question du vieillissement de la population qui va faire qu'une part de plus en plus grande de la population est concernée par ce statut. On reviendra peut-être sur la question du statut. En ce qui concerne les employeurs, c'est un sujet à prendre à bras le corps parce que c'est d'abord quand on est dans le SS, c'est quand même un tout petit peu consubstantiel de notre manière de penser. Et la question de l'aidance, on doit l'approprier de manière globale. Aussi parce qu'on est des pourvoyeurs de solutions. C'est ce que vient de dire le représentant du groupe Action Logement. Et donc finalement, on est à la fois acteur de solutions et on doit aussi prendre en compte dans notre gestion la question des salariés qui sont en situation d'aidance. Donc c'est une question d'amélioration de l'attractivité, de fidélisation des salariés aussi. Et ça, c'est tout à fait essentiel au moment où la plupart de nos secteurs sont par ailleurs pénuriques. Et on parlait des coûts cachés, donc c'est une trentaine de milliards d'euros selon les économistes. Et si on rapporte ça à une entreprise du secteur des services qui emploie 100 salariés, on va dire une moyenne donc de 20 aidants, eh bien, le coût est aussi assez conséquent puisque c'est 171 000 euros par an de coûts cachés. Donc à la fois des coûts sociaux, des coûts économiques et évidemment la question de la performance de l'entreprise qui se pose derrière. Donc, pour les branches de l'ESS, c'est essentiel de pouvoir se saisir de ces enjeux, mais on parle d'un point de vue employeur. Donc, si on veut se saisir de ces enjeux, c'est une question qu'on doit aborder absolument par le dialogue social. C'est pour ça qu'on engage la négociation de cet accord au niveau national et multiprofessionnel. Et dans cet accord national au niveau multiprofessionnel, on interpelle les branches et les entreprises en leur disant que la question de l'aidance, ça doit être un sujet partagé, discuté, documenté, à la fois entre les employeurs et les salariés. Donc, finalement, on se dit qu'il faut agir en matière à la fois de sensibilisation, d'organisation du travail, mais aussi d'imaginer des accompagnements adaptés et d'étudier des solutions de protection sociale collective. Je vais aller très vite pour décrire ça, parce que finalement, c'est un peu comme ça qu'on a pensé les choses. On a cette idée que soutenir ses salariés aidants, c'est aussi soutenir son entreprise. Alors, le dialogue social, un moyen essentiel pour envisager les salariés en faveur des solutions, en faveur des salariés aidants, tant au niveau de la branche que de l'entreprise. Au niveau de l'entreprise, parce que c'est la bonne maille sur laquelle il faut absolument pouvoir agir et agir. La branche doit poser un cadre et permettre à certaines choses, créer de la boîte à outils pour les entreprises. Puis au niveau des entreprises, il y a évidemment le rôle majeur que doit jouer le CSE, qui doit, à notre sens, faire l'objet d'informations, consultations régulières sur la question des salariés aidants. Et puis, dans les entreprises de plus de 50 salariés, sans doute aussi en faire un thème de la promotion de la santé, de la sécurité des conditions de travail. Et rattacher ça aux questions, évidemment, de politique sociale, de conditions de travail et d'emploi. C'est-à-dire que ce n'est pas un salarié en soi, c'est quelque chose qui doit être vu plus globalement dans le grand sujet de la QVCT, donc la qualité de vie et des conditions de travail. Une des choses qu'on propose, et ça fait écho à quelque chose que j'ai entendu tout à l'heure, sur cette question de dire on doit avoir un rôle au sein de l'entreprise de sentinelle. Donc aujourd'hui, on propose, alors on ne sait pas bien encore comment le formuler parce que ça devient redondant dans les propositions sociales, mais c'est d'avoir des référents aidants. Voilà, des référents aidants comme on peut avoir des référents handicap. En tout cas, d'être en capacité au niveau de l'entreprise, d'identifier un interlocuteur qui est en capacité de pouvoir venir
être à l'écoute, proposer des solutions, imaginer un certain nombre de choses. L'idée, c'est surtout que l'entreprise devienne une référence pour qu'on puisse dire qu'on est en situation d'aidant et qu'on a des difficultés et qu'on a besoin de les traiter. Ça passe aussi, mais je crois que ça a été évoqué, par des mesures de communication qui sont absolument significatives. Il faut à la fois sensibiliser tous les salariés à la notion d'aidant, c'est quoi être aidant, et parfois même amener des salariés à considérer qu'ils sont aidants. On peut parfois être aidant sans le savoir. Et pour cela, bien évidemment aussi, former les managers. Et donc, former les managers à la question des salariés aidants, et puis d'une manière assez large, eh bien, diffuser les plateformes numériques qui vont illustrer la question des danses, proposer des services comme la boussole aidant, par exemple, développée par l'Agir Carco, ou d'autres qu'on peut trouver qui sont de plus en plus nombreuses. Mais c'est aussi, et ça a été dit, des adaptations sur l'organisation de travail. Donc là, dans notre accord, et nous pensons que les accords de branche doivent s'en saisir, il faut trouver des actions, des moyens qui vont prévenir l'épuisement du salarié aidant, puis finalement aussi trouver des droits qui vont commencer à structurer un statut du proche aidant. Je crois que ça a aussi ça a été évoqué. Donc, la mise en place de congés supplémentaires conventionnels ou d'élargir certains d'entre eux aux situations d'aidance, travailler sur la question effectivement des autorisations d'absence exceptionnelles, travailler sur la flexibilité dans l'aménagement du temps de travail, en facilitant le recours à la prise de jours de congé pour les RTT, en renforçant aussi l'épargne sur les CET, mettre en œuvre les dispositifs volontaires de dons de jours de repos. Ça aussi, c'est une solution solidaire qui est assez intéressante et qu'on promeut. Puis pour les plus avancés dans la carrière, faciliter le bénéfice des dispositifs de fin de carrière, retraite progressive notamment, pour les salariés qui sont aidants. Et puis aussi, dans les grands groupes, sans doute, réfléchir à la question de la mobilité géographique pour rejoindre un proche aidé. Parce que parfois, ce n'est pas simplement la question du temps qui rend les choses difficiles, mais aussi la question de l'éloignement. Donc, il y a des choses qui peuvent le permettre, soit dans le même groupe, soit effectivement dans des solutions qui peuvent être proposées par les branches en favorisant des mobilités interentreprises. Puis aussi, la question de l'aidance, c'est la question du temps, la question de la formation, la question du statut, la question de la mobilité géographique, et sans doute aussi la question de la protection sociale. La situation d'aidante fragilise aussi en termes de revenus. Et donc, on travaille sur la mobilisation des fonds sociaux des branches, notamment dans le cadre des régimes de prévoyance particulièrement, en proposant des idées, en tout cas en invitant à la réflexion, et sans doute d'en se saisir, pour savoir comment les fonds sociaux des régimes de prévoyance peuvent prendre en charge des compléments de rémunération quand on a besoin de prendre du temps pour être aidant, ou en finançant par aussi des cellules d'écoute gratuites, d'accompagnement psychosocial à l'échelle d'une branche. Peut-être aussi en imaginant des garanties, mais une garantie, ça a un coût. Et aujourd'hui, il n'est pas certain que l'ensemble des employeurs soient en capacité, la volonté, je pense qu'ils l'ont, mais soient en capacité de la franchir. Peut-être pour finir, deux points qui me semblent importants. Si on veut avancer, donc je disais que nous, on a cette volonté de structurer par l'acquisition de droits un petit peu le statut du proche aidant. Il faut sans doute qu'on uniformise, ça a été un peu dit au début de l'intervention, l'appellation et la définition de l'aidant, mais aussi qu'on parle de la question du répit. Parce que donc l'aidant, d'abord, vraiment avoir une définition harmonisée et inscrite dans un cadre légal, et que ça soit reconnu, par exemple, dans le Code de l'action sociale et des familles, mais aussi par effet miroir dans le Code du travail. Et après, définir un petit peu ce que c'est que cette notion de répit, qui est aussi assez importante, parce que l'aidance, c'est non seulement quelque chose qui vient impacter la situation de travail et le temps du travail, mais aussi le temps libéré. C'est-à-dire que ça envahit complètement la sphère de la personne, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit personnelle. Et donc, si on veut que l'entreprise puisse complètement appréhender les situations d'aidance et les accompagner avec les outils qui sont le sien, elle a aussi besoin d'avoir un certain nombre de références légales qui aujourd'hui n'existent pas suffisamment. Voilà où en sont les chantiers que nous engageons au niveau de l'ensemble des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup.
Merci beaucoup David Cluzot. Alors effectivement, on retient qu'il faut que les cadres institutionnels bougent, les cadres légaux. On en a déjà parlé, mais vous le redites là. Je retiens aussi la question du dialogue social parce que effectivement, c'est indispensable. Enfin, c'est dans ces espaces-là que ça doit se travailler, et se réfléchir, se discuter avec l'ensemble des acteurs du dialogue social, que ce soit donc les CSE, les syndicats, etc. Enfin, les représentants des salariés, des dirigeants, etc. Donc, merci en tout cas. Vous avez cité tout un tas d'outils, d'actions possibles. On voit qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Maintenant, il faut qu'on continue à avancer et les faire. Du coup, n'hésitez pas à nous quitter quand l'heure sera... Et en tout cas, merci encore pour votre témoignage. Mais du coup, puisqu'on parle de solutions, ça me permet de vous passer la parole. Donc, Monsieur Ringot, François Ringot, vous êtes donc, je l'ai dit tout à l'heure, directeur de la retraite complémentaire du groupe AG2R La Mondiale. Là, on va pouvoir parler de solutions. Aujourd'hui, du coup, chez AG2R, quelles sont les solutions que vous mettez en œuvre, proposez, du coup, pour permettre aux entreprises d'agir? Oui, alors bonjour à tous. Bon, je vais pas résister à vous dire que j'ai beaucoup de plaisir à être parmi vous et surtout d'être dans cet amphithéâtre, puisqu'en fait, j'y ai sévi quelques années, il y a déjà fort longtemps. Voilà, et puis je vois les derniers rangs et je me rappelle des AG pour le projet de loi Devaquet qu'on a largement combattu dans cet amphithéâtre. Alors je reviens au cœur du sujet. Et le cœur du sujet... Bon, beaucoup d'entre vous ont déjà cité l'Agirc Arrco et je pense que c'est important de redire justement un petit peu ce que c'est que l'Agirc Arrco et qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre de l'Aidance. Donc AG2R La Mondiale, c'est un groupe de protection sociale paritaire. Ça, c'est un lien que l'on a avec Action Logement. Donc AG2R La Mondiale, c'est 15 000 salariés, c'est un peu plus petit qu'Action Logement et on intervient dans quatre métiers, donc que sont la retraite, la prévoyance, la santé et l'épargne. Et donc, au titre de la retraite, on gère en fait une des principales institutions de retraite complémentaire Agirc Arrco, qui est donc la retraite complémentaire obligatoire pour l'ensemble des salariés du secteur privé dans notre pays. Donc cette retraite complémentaire, en fait, c'est 17 millions de retraités qui perçoivent chaque mois une retraite. Elle est gérée par répartition. Ça veut donc dire que ce sont les actifs qui aujourd'hui, donc les 27 millions d'actifs du secteur privé dans notre pays qui financent les retraites des personnes qui sont à la retraite aujourd'hui. Donc on est bien dans cette notion de solidarité et d'intergénération. Et effectivement, au-delà donc de ce qu'on représente en termes de produit intérieur brut, puisque l'Agirc Arrco, c'est 90 milliards de retraites versées et 95 milliards de cotisations perçues, donc c'est un peu plus de 3% du produit intérieur brut. On a effectivement, depuis des années, les partenaires sociaux ont décidé depuis des années de consacrer une part donc de ces ressources. Alors ça reste modeste par rapport aux 90 milliards, c'est 330 millions d'euros chaque année pour justement accompagner les fragilités. Et parmi les fragilités qu'on a souhaité accompagner depuis des décennies, il y en a une qui aujourd'hui prend une part tout à fait importante, c'est celle justement d'accompagner les aidants et d'accompagner en fait finalement les salariés et pas simplement les retraités dans cette situation d'aidance. Alors on a plusieurs cordes à notre arc. D'abord il y en a une qui est pas forcément connue. Je suis pas persuadé que beaucoup se retourneraient vers l'Agirc Arrco pour ce type de choses, mais typiquement aujourd'hui je pense qu'on est l'organisme qui a le plus de données concernant les salariés, puisque chaque mois, on reçoit, alors l'ensemble des institutions de retraite complémentaires, on reçoit 1 800 000 déclarations sociales nominatives. Et dans ces déclarations sociales nominatives, il y a effectivement ce qui nous permet de faire notre métier, c'est-à-dire les salaires perçus qui vont permettre de calculer les cotisations et également de calculer les droits, mais il y a également il y a pléthore de données à caractère sociologique et à vocation justement de pouvoir les partager avec les branches, alors plus encore qu'avec les entreprises, mais avec les entreprises également, sur justement donner à voir finalement ce que sont nos populations et comment elles peuvent être, par exemple, touchées peut-être plus que d'autres par les situations d'aidance et par le sujet des aidants. Donc il y a un sujet de données, effectivement, sur lequel on peut être d'un apport important. Il y a un sujet également d'accompagnement, puisqu'on a des structures les uns et les autres d'accompagnement, de management des âges, dans lesquelles on peut justement participer dans les branches, mais également dans les entreprises, à donner à voir à l'employeur que finalement, c'est ce que vous disiez monsieur, que finalement l'aidant, c'est effectivement quelqu'un qu'il faut prendre en considération, mais c'est également quelqu'un qui acquiert des compétences au travers de sa situation d'aidant, et que peut-être finalement il peut apporter lui aussi à son tour beaucoup à l'entreprise, peut-être dans une période où il sera
un peu libéré de cette situation, mais pour lequel il aura acquis un certain nombre de compétences. Et puis, il y a également ce que l'on peut faire en matière de service. Et donc, en matière de service, sans vous assommer, je crois qu'en fait, il y a 3 typologies de services sur lesquels on peut aller. D'abord, et c'est là-dessus sans doute qu'il faut qu'on progresse beaucoup dans le faire savoir, c'est ce que l'on peut faire de manière digitale. Donc, ce que l'on peut offrir au plus grand nombre. Et si on arrivait effectivement à toucher le plus grand nombre au travers de ces sujets, on aurait déjà réussi une part importante de notre mission et notre volonté de nous engager dans ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on fait en termes de digital? On a effectivement deux plateformes que je voudrais évoquer. Donc, une plateforme qui est une plateforme H2R La Mondiale qui s'appelle Aidons les nôtres. Et là, véritablement, cette plateforme, elle est dédiée aux aidants, mais elle est vraiment dédiée aux aidants en tant que personnes. L'idée, c'est vraiment de leur permettre d'avoir une rétrospective personnelle de leur rôle, de leur place, de leur position, et puis de les accompagner dans leur rôle qui, encore une fois, peut souvent rester quelque chose de très intime sur lequel ils ne veulent pas forcément partager. Donc cette idée de possibilité d'introspection et d'aller chercher des ressources au travers de cette plateforme. Alors une plateforme qui a été citée par monsieur tout à l'heure également, donc qui elle est supportée par l'ensemble des institutions de retraite complémentaires, c'est Ma Boussole Aidant. Alors Ma Boussole Aidant, c'est pas révolutionnaire dans le concept, mais je pense qu'aujourd'hui c'est sans doute le lieu où le plus d'informations sont vraiment mises à disposition et mises à disposition de manière simple à l'ensemble des personnes qui sont touchées par les danses, puisqu'en fait on va y retrouver une approche thématique, mais on va également y retrouver une approche territoriale. Donc voilà, je suis à Saint-André-de-Cubzac, qu'est-ce qui se passe pour moi, qu'est-ce que je peux retrouver comme structure autour de moi. Donc voilà, donc ces deux objets sont des objets à vocation du grand public. On a un service intermédiaire qui me paraît lui aussi très intéressant parce qu'en fait il est à la fois à distance, mais il est également basé sur de l'humain. Dans les institutions de retraite complémentaire, on déploie une démarche qui s'appelle ECO, donc écoute, conseil, orientation. Et là, vous avez des conseillers, là aussi, qui peuvent être sollicités par l'ensemble des salariés, par l'ensemble des retraités, parce que oui, il y a beaucoup de salariés aidants, mais il y a également des retraités aidants. Et au travers de cette démarche écoute, conseil, orientation, on va permettre à l'aidant à la fois de faire le point avec l'ensemble des dispositifs légaux, mais également de pouvoir lui proposer des solutions au plus près de chez lui, sur vraiment les solutions du dernier kilomètre au regard de sa situation et de son implantation. Et puis, on a des services, et là Magali sera beaucoup plus à même de les évoquer que moi, des services qui, eux, ont une vocation véritablement B2B. On est dans de la relation humaine. Alors, je vais citer 2 expériences qui sont, elles, plutôt au niveau national. Donc, on a beaucoup accompagné les cafés des aidants, donc qui sont vraiment des lieux d'échange, de rencontres, pour justement pouvoir partager autour de sa problématique, autour de sa vie d'aidant. Donc il y en avait une vingtaine il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, il y en a plus de 300. Donc voilà, on retrouve dans les territoires ces différents cafés des aidants. Et puis une expérience à laquelle moi je suis particulièrement attaché, que je voulais partager avec vous. Alors ça nous vient du Canada, c'est le baluchonnage. Donc c'est vraiment cette idée finalement de répit. Alors c'est pas le répit à l'extérieur, c'est le répit qui permet effectivement à l'aidant de s'échapper, parce que pendant ce temps-là, il y a une personne qui va venir s'installer à domicile et qui va 24 heures sur 24, pendant quelques jours, pouvoir accompagner la personne aidée et donc permettre à l'aidant de se ressourcer. Magali, du coup, pour compléter sur... Oui, alors sur l'Aquitaine, parce qu'effectivement, il y a toutes ces solutions nationales, et sur l'Aquitaine, comme on est le groupe des territoires, on a à cœur de développer aussi des solutions territoriales au plus proche. Alors, on est une petite équipe sur l'Aquitaine, mais effectivement, l'enjeu aujourd'hui qu'on a, et on l'a vu avec les témoignages d'entreprise, c'est que pour nous, l'important, c'est aussi de toucher des têtes de réseau, comme le MEDEF, comme l'UDES, on l'a vu, comme la CPME, et de pouvoir s'appuyer sur ces réseaux-là pour que ça ruisselle un peu. Voilà, et qu'on soit en capacité de toucher le plus grand nombre des TPE, PME, parce qu'avec notre certes efficace, mais petite équipe action sociale territoriale, on n'est pas en capacité de toucher tous ces réseaux. Il y a aussi les experts comptables qui peuvent être, et tous les tiers déclarants qui peuvent être aussi
un peu des lanceurs d'alerte et aussi voilà, de nous mettre en lien avec les entreprises. Alors au niveau de l'entreprise, nous ce qu'on propose, et alors, je suis contente que vous ayez parlé de conférences de sensibilisation, nous on propose gratuitement, bien sûr, c'est financé par l'action sociale, de pouvoir faire venir des experts dans les entreprises pendant 1 heure, 1 heure et demie, pour définir ce qu'est l'aidance, c'est quoi être aidant, montrer aussi du coup que l'entreprise, elle est au courant et qu'elle est en capacité, si le salarié le veut ou pas, hein, c'est son choix, mais en tout cas de pouvoir peut-être aménager les temps de travail ou de bénéficier d'un statut, etc., en fonction des solutions qui sont les plus à même de satisfaire. Et ça permet aussi de prévenir les situations d'épuisement. C'est-à-dire, est-ce qu'on est aidant? Ben oui, je suis aidant. Et quels sont les risques? Et comment je peux m'en prémunir? La seconde solution, et là aussi, vous en avez parlé au niveau de la métropole et vous aussi au niveau de Régaz, c'est la formation des managers de proximité. Donc là aussi, on est en capacité de financer des formations auprès des managers. L'objectif, c'est la détection des signaux faibles, ou forts, mais en tout cas, voilà. La formation de ces managers à savoir comment j'aborde le sujet avec mes salariés. Et surtout, une formation, c'est comment j'oriente. Parce que l'objectif, on l'a vu, c'est pas que l'entreprise, elle prenne tout le rôle. Elle est là, on va le voir, pour détecter, pour sensibiliser, elle est là pour orienter. Et éventuellement, effectivement, quand le salarié, il prend son rôle d'aidant à cœur, il ne le subit plus, il est accompagné avec Ma Boussole Aidant, avec d'autres dispositifs, il va être en capacité de revenir auprès de l'entreprise et dire, voilà, moi j'ai analysé ma situation, j'ai fait mon parcours intégré sur Ma Boussole Aidant, je suis allé au Café des aidants, etc. Et aujourd'hui, moi, ce dont j'ai besoin, c'est ça, ou rien du tout, et peut-être qu'après, j'aurai besoin d'un séjour deuil parce que je ne me remettrai pas du deuil de l'aidant, etc. Et tout ça, en fait, ces solutions-là, l'entreprise peut être à l'écoute, mais il faut savoir que les groupes de protection sociale, on a des solutions sur mesure qui sont financées et qu'on peut mettre à votre disposition. Et puis au sein de l'entreprise sur Bordeaux, nous, on a signé un partenariat avec l'association Nouveau Souffle, que vous pourrez voir à l'extérieur, qui, au-delà de la sensibilisation, met en place des ateliers et des groupes de parole au sein des entreprises pour aider les aidants. Donc ça peut être un gros groupe, mais ça peut être sur des TPE-PME, par exemple. On peut faire des groupes inter-entreprises, par exemple. On a aussi... c'est au niveau du salarié, donc on l'a vu tout à l'heure, Ma Boussole Aidant. Je ne vais pas y revenir, François en a parlé. On organise, nous, des séjours de répit de 3 jours avec des groupes de 5 aidants. Donc, les aidants partent en résidence hôtelière. Pendant 3 jours, ils sont pris en charge. On met tout en place, effectivement, pour aussi travailler sur la non-culpabilité de l'aidant. Et le partenaire s'occupe aussi de prendre en charge, l'aider pendant ces 3 jours. Donc ça aussi, c'est financé. Donc il ne faut pas hésiter à nous contacter en tant que groupe de protection sociale. On vient de lancer un appel à manifestation d'intérêt avec le Gérontopole Nouvelle-Aquitaine aussi pour détecter le maximum de solutions aidantes qu'on n'aurait pas identifiées aujourd'hui et qui pourraient être poussées sur nos territoires et qui pourraient servir à la fois les entreprises et les salariés. On travaille aussi avec un autre partenaire, c'est Ressentez-vous, sur l'application ActiDuo, qui est un applicatif qui permet à des couples aidants aidés de tout âge de partager des moments d'activité physique adaptés, enfin voilà, d'avoir d'autres moments que des moments de soins, voilà, de partager des moments qui soient intéressants et qui sortent de cette situation d'aidance. Voilà, et j'ai bien aimé aussi ce qu'a dit David Clouzot tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, on l'a vu, vous l'avez dit, Monsieur Buisson, c'est vraiment une histoire de lien. Et le thème de l'aidance, c'est vraiment, je pense, un enjeu du dialogue social aujourd'hui dans les entreprises qui va émerger. Et puis, vous l'avez dit, hein, vous, c'est en train d'avoir une vague énorme. Nous, chez AG2R La Mondiale, l'âge moyen, c'est 48 ans. Vous voyez, on n'est pas loin. On a beaucoup de femmes aussi. Donc, voilà, c'est aussi quelque chose qui va arriver en vague et on n'est pas forcément encore tous préparés. D'où l'intérêt que vous lisiez ce petit livret, que vous veniez nous voir pour qu'on vous aide. Voilà. Merci à tous les deux. Donc, comme vous le voyez, il n'y a pas une solution, il y a des solutions et il faut articuler ces solutions entre elles.
Du coup, on va conclure cette table ronde par l'intervention d'Olivier Frézé, donc directeur de Domcare Aidance Dépendance Autonomie du pôle Action sociale et formation de la Maison de santé protestante de Bordeaux-Bagatelle. Du coup, tous ces témoignages. Alors, Olivier et Jean étaient nos experts sur tout le travail d'atelier, etc. Donc, moi, ça fait écho à plein de choses qu'on a déjà évoquées, mais je trouve que ça vient conforter nos travaux au sein de cet atelier, effectivement, qu'on retrouve dans le livret. Donc, peut-être, on a cité, et puis Timothée le disait, au sein de la MSP PB Bagatelle, vous avez développé une vraie expertise. Concrètement, à quoi ça fait écho déjà tout ça? Et puis, qu'est-ce qu'on peut rajouter encore dans la corbeille de la mariée, comme on dit? Alors, merci, oui. Alors oui, moi j'ai entendu... Ça marche, ça? Oui, bon, de toute façon, il y a du coffre, hein, sinon. Moi j'ai entendu beaucoup de choses et beaucoup d'avancées, effectivement, dans ce qu'on a traversé pendant l'année, de toute façon tous ensemble. Moi je voudrais juste rappeler quand même deux choses, parce qu'on reste focalisé sur 11-22 millions. Moi, je prends volontairement le contre-pied en disant qu'on est tous potentiellement des aidants toute notre vie. Donc, ce n'est pas 11 ou 22, c'est carrément 67 millions, premièrement. Deuxièmement, et ça j'aime bien le rappeler quand même, parce qu'on reste focalisé là-dessus. On parle beaucoup du répit, très bien, et notamment l'État parle que du répit, etc. Avant le répit, il serait bien qu'on puisse détecter, et c'est exactement ce que vous avez dit, sensibiliser, mon slogan il est très clair, hein, sensibiliser, détecter, acter. Il n'y a rien de plus insupportable que de soulever des situations et ne rien faire. Donc, je reviendrai après sur l'action. Mais sur les évidences, parce que les évidences, on m'a toujours dit qu'il fallait les dire, William a très bien éclairé, il me semble, au démarrage, sur les façons hétéroclites où on peut se retrouver en parlant de la fille, mais en parlant aussi de tel autre qui est âgé, etc. Tous, on peut se retrouver avec un accident du jour au lendemain, ou une maladie, ou autre. Donc, il faut surtout banaliser, j'ai envie de dire, au premier sens du terme, mais ne pas banaliser ce terme-là, ou surtout pas l'enfermer. Oui, Magali, on est complètement raccord, c'est de la reliance pure et simple. Déjà, l'aidance, c'est les liens continuels entre l'aidant et l'aidé, mais aussi tout ce qu'il y a autour, le territoire, etc. Et l'entreprise, dans les réflexions que vous avez travaillées pendant toute l'année, qu'on entend et qu'on peut lire dans le document, c'est exactement ça. Ça permet de remettre l'entreprise, qui relie des agents, donc des humains, qui travaillent, même s'il y a de la technologie, pour produire quelque chose à d'autres humains, parce que c'est quand même ça, la vraie vie. Ça remet quand même l'entreprise au cœur de la cité, et surtout, ça permet à nouveau, elle, de s'ouvrir sur l'extérieur. Sensibilisation, détection, action. Depuis 2010, on travaille sur la question de l'aidance et on a mis en place en 2014 une équipe pluridisciplinaire qui malheureusement est la seule en France, avec 4 professionnels d'étiquettes différentes. Et puis petit à petit, au fur et à mesure, on s'est rendu compte quand même que sur la cohorte de 200-250 situations par an de DIAD et des aidants, on se retrouvait avec 45-50% d'aidants salariés. Donc on s'est dit, mince, il y a peut-être quelque chose à faire. Autant vaut-il regarder déjà chez nous. Donc au niveau de Bagatelle, on a mis en place une expérimentation avec juste un mi-temps d'un professionnel dédié sur cette question-là. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait des leviers, mais qu'il y avait des freins, qu'on n'avait pas été bon sur la question de la sensibilisation. C'est pour ça qu'on a retravaillé dorénavant la sensibilisation tout par-delà. C'est-à-dire comment on réussit à capter des gens qui paraissent très éloignés, où la notion paraît très éloignée, comment on arrive à les capter simplement, humainement et sur des exemples précis. Ensuite, comment on arrive à travailler avec eux ou avec Jean. On a mis en place avec Jean Bouisson plus ou moins des tests, on va appeler ça des tests, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas des guides opératoires pour les cadres intermédiaires pour détecter des personnes qui sont en difficulté. Nous, on ne parle pas de fragilité, on parle de difficulté, comme ça c'est très large. Ça reprend le logement, les questions de logement qu'on entendait tout à l'heure, les questions médicales, etc. etc. Bref, j'essaie d'accélérer parce que le problème c'est que... Donc, une fois qu'elles sont détectées, pour moi, il me semble, et c'est ce qu'on avait mis en place sur Bagatelle, il faut un opérateur de reliance. On reste sur la reliance. C'est un professionnel dédié qui est collé à l'entreprise. Mais moi, c'est ma philosophie, mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir d'autres expériences. Mais qui n'est pas de l'entreprise, mais par contre qui est collé à l'entreprise. Comme ça, on ne mélange pas les genres. Par contre, il est très proche. Et lui, il va intervenir, quitte à le faire en lien. Moi, l'avantage, c'est que je suis de métier assistant social et j'ai travaillé en entreprise. Donc, il y a des ponts ou des passerelles que je connais. On avait fait une expérimentation avec Orange et on avait travaillé avec l'assistante sociale, parce qu'on a vu sur Régaz aussi. Ça s'est très, très bien passé avec l'assistante sociale aussi. Mais il y a des situations où on peut se retrouver à deux ou tout simplement la laisser à d'autres. Ce que je veux dire, c'est que ce professionnel dédié va faire entrer le
on n'appelle plus ça avec Jean Bouisson le médico-social, il faut arrêter de tout médicaliser. On appelle ça, c'est bête, hein, mais le socio-médical. Donc c'est d'abord l'humain et comment le médecin est un partenaire par rapport à la personne. Il suffit de relire un petit peu la définition de la santé. Donc effectivement, on permet, ce professionnel-là, opérateur de reliance, permet au socio-médical d'intervenir dans l'entreprise et, grâce à une souplesse de l'entreprise, d'œuvrer pour que ce salarié aidant soit un tout petit peu plus allégé du poids qu'il porte tous les jours, parce que c'est des situations quand même très difficiles. Mais ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire, et on le prône avec Jean pour tout un chacun, mais aussi au niveau des entreprises, c'est pouvoir détecter le plus en amont possible. C'est-à-dire vraiment dans ce qu'on appelle, nous, l'anté-aidance, c'est-à-dire le moment, et on en avait discuté à Régaz, justement, où on commence juste à se poser des ondelettes d'inquiétude. J'ai mon parent qui a 400 bornes, etc. Il a 85 piges, il risque de se casser la figure. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer avec mes frères et sœurs? Qu'est-ce que Et là, et c'est exactement ce que vous avez dit, hein, ça prend tout sens, et alors là, ça vous bouffe, ça vous bouffe, ça vous bouffe. Et en même temps, c'est pas physique, c'est pas autre, mais par contre, ça vous bouffe. Si je sais que j'ai quelqu'un sur qui je vais pouvoir m'appuyer et déverser ce trop-plein, justement, qui me bouffe, et que lui, il prenne le relais, donc c'est l'histoire, moi je dirais de relais, de relayage, et je lui confie, en fait, mon paquet pour que lui, il puisse travailler dessus. Donc voilà, en gros, je la fais courte et j'arrête, mais vraiment, je pense que, alors, c'est ce que je dis aussi, enfin, il me semble, on l'a vu, là, enfin, il y a des super exemples qui sont soulevés et que je ne connaissais pas d'ailleurs sur Bordeaux Métropole, etc. On peut se poser la question d'ailleurs aussi quand on parle du statut, parce que je me méfie. Hein, très souvent, moi je suis un vieux, donc je me méfie du statut. Et je me dis, pourquoi pas créer effectivement, on a les enfants malades, pourquoi il n'y aurait pas des jours possibles avec le statut, parce que effectivement, j'ai mon proche dépendant qui est malade, par exemple. D'accord, vous allez jusque-là. C'est ce qu'on déjà on fait et on va essayer d'aller encore plus loin là-dessus. Parce que je suis aidant. De quelqu'un. Oui. D'accord. Bravo. Donc, et je pense que c'est des leviers. Il y a besoin de ce que je comprends, parce que, excusez-moi, c'est pas moi qui gère ça, mais de ce que j'ai compris, il y a quand même besoin de structurer et d'être un peu plus clair aussi dans la manière dont les jours sont donnés, etc. Donc il y a cette reconnaissance du statut des aidants. Voilà, ça vient aussi travailler ça dans notre organisation. Mais c'est déjà fait. D'accord. Très bien. Donc après, voilà, cette définition-là, sensibilisation, détection, action, on l'a vu, il y a différentes façons de le faire. Nous, ce qu'on dit juste au niveau de Bagatelle, c'est que ça fait des années et des années qu'on en parle. Là, visiblement, c'est en train de sortir, effectivement, partout. Ah bon sang, il faut arrêter, il faut y aller. Donc il faut faire des expérimentations. Nous, on peut être promoteur, on peut mettre en place, et il y a plein d'entreprises qui ont déjà mis en place des choses. Je pense qu'il faut y aller. L'Aquitaine a toujours été, et la Gironde particulièrement, en avance ou à développer des actions. Je pense que c'est le moment. Enfin, quand on entend tout ce qui est dit là, et tout ce qu'a dit Timothée, etc., en intro, on se retrouve exactement dans le cœur des questionnements d'aujourd'hui, de la question du lien, de la question de l'évolution de l'homme, carrément, et justement, comment le travail peut faciliter cette évolution. C'est bon, on est parti, on passe le cap. Et on a parlé du coup, la question du statut. Oui, en fait, il marche le micro. la question du statut, c'est aussi la question des conventions collectives des entreprises. Donc c'est vrai que de pouvoir travailler avec les branches, etc., c'est vraiment le sujet. On a un peu explosé le temps, je dois dire. On était parti un peu en retard. Je vais quand même, du coup, me tourner vers la salle. Oui, si vous avez des questions. Alors, juste, je pose le cadre. Donc, n'hésitez pas. Alors, oui, on va peut-être passer un micro. Je vais donner ça à Amélia. Hop. Comme ça, si vos questions seront aussi entendues dans l'enregistrement. Oui, voilà, parce que c'est enregistré, on ne l'a peut-être pas dit au départ, c'est enregistré et filmé, je crois, la totale. Donc si vous avez loupé des moments, vous pourrez toujours réécouter l'enregistrement. En attendant, on écoute les questions. Bonjour, Myrtille Dubois-Danguien, responsable développement et partenariat du Gérontopole Nouvelle-Aquitaine. Alors moi, je ne pose pas de questions, je veux juste rappeler. Alors, je suis sur ce sujet depuis des années, depuis un peu plus de 6 ans maintenant.
au titre du Gérontopole, mais avant au titre d'Alogia, où je suis restée pendant presque 4 ans. Et à l'époque, on avait monté une formation sur les aidants salariés en entreprise. Bon, ça a été compliqué parce que les acteurs n'étaient pas mûrs pour ça. C'était pas encore culturel, ils n'étaient pas... Alors, avec Malakoff Humanisme, et qui à l'époque s'appelait Malakoff Médéric, voilà, merci, j'avais oublié. J'avais monté une conférence, donc Malakoff faisait venir des DRH pour qu'on leur explique l'intérêt de s'occuper des aidants. Ça a été un succès tout à fait mitigé. Mario Bastone, ici présent, l'a peut-être oublié, mais c'est lui qui m'a permis de former les aidants de ses équipes. Donc, il y a eu 2 journées où on est intervenu pour former les aidants de l'OGV à l'époque. Nous avons également, avec Olivier, avec lequel nous travaillons main dans la main sur ce sujet-là depuis plusieurs années, monté un projet en Sud-Gironde. Alors, au départ, ça devait être avec des petites entreprises. Oui, je me dépêche. Et en fait, on est arrivé à former, alors ce n'est pas les managers, c'est les conseillers Pôle emploi. Et ça, je trouve que c'était une idée. Alors, ça ne nous est pas venu spontanément, ça s'est un peu imposé à nous. Et je trouve ça, ça a été une belle expérience. Et pour finir, eh bien, avec Olivier, toujours, nous avons un partenariat avec AHI 33, donc médecine du travail. Et donc, nous avons monté une formation qui est intervenue au mois de juin, si mes souvenirs sont bons, pour expliquer aux médecins l'intérêt de la détection des aidants au sein de l'entreprise. Voilà. Merci pour ce témoignage. Est-ce qu'il y avait d'autres questions témoignages? Il me semble qu'il y a 2 personnes de la SNCF qui sont là. Je ne sais pas où elles sont. Elles sont parties. Elles sont parties, bah, dommage. Donc, au sein de la SNCF, je vais témoigner pour elles, du coup. Marie-Laure, si tu veux bien. Je sais qu'au sein de la SNCF, puisque Marie-Laure a eu l'occasion d'être en relation avec elle, ils ont pas mal travaillé le sujet aussi. Il y a même un guide qui a été produit. Voilà, du coup, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir Marie-Laure après la table ronde. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, remarques? En tout cas, ce que je constate par ce témoignage aussi, c'est qu'en fait, on n'en parle pas, mais il y a quand même plein de choses qui se font. Il faut peut-être plus valoriser. On a parlé communication. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Alors moi, en tant que représentant des acteurs de l'ESS, et puis comme il y en aura aussi sur les stands à la sortie, il y a beaucoup de choses qui se font aussi. Et c'est vrai qu'on ne les présente pas forcément sous l'angle aidance. Et je pense que c'est important. C'est peut-être l'étape d'après nos travaux, en fait. C'est de travailler aussi un peu là-dessus. C'était aussi la volonté de faire un éclairage sur ce sujet. Donc, plein de solutions. Ah, Timothée, tu veux intervenir? Non, juste un mot pour encourager à ce qu'il y ait d'autres prises de parole. Au niveau de Sciences Po Bordeaux, donc là je prends une autre casquette, mais au niveau de Sciences Po Bordeaux, c'est assez intéressant parce que au moment donc, où on faisait ces travaux-là, il y avait l'élaboration. Alors il se trouve que je suis en charge du schéma, de tout ce qui touche la responsabilité sociétale à Sciences Po Bordeaux par ailleurs. Et on a dans ce cadre-là aussi un schéma d'égalité femmes-hommes qui a été travaillé. Et donc, au moment où on était en train de finaliser finalement notre livre, là, enfin notre manuel, il y avait ce schéma qui était adopté à Sciences Po Bordeaux. Et ce qui est assez intéressant, parce que j'en parlais avec le chargé de mission qui a ce dossier, c'est que le sujet des aidants qui n'était absolument pas positionné, c'est-à-dire il avait repris évidemment tous les schémas égalité femmes-hommes qui se faisaient dans les autres facs et tout ça. Puis il s'est dit, bon, on va traiter tel et tel point. Et en fait, le seul sujet innovant quelque part qui est remonté de la consultation des personnels, puisqu'il a mené une consultation assez large, c'est précisément la question des aidants, en fait. Donc, il l'a intégré au plan d'action. Donc, vous voyez, je veux dire, et ça a été dit, mais ça croise ces sujets d'égalité femmes-hommes. C'est pour ça, d'ailleurs, que le sujet, ça a été dit, est prégnant dans les organisations de l'ESS aussi. Mais voilà, donc c'est un sujet qui émerge. C'est un sujet de société qui arrive. C'est typique. C'est vraiment le truc qu'on ne voit pas venir, mais qui arrive très fort. Voilà, je voulais juste témoigner de cela. Et avec des sujets
sujet le concernant particulièrement, ça a croisé, pour compléter et pour finir là-dessus, ça a croisé les questions effectivement évidemment d'articulation vie familiale, vie professionnelle, et notamment la question du temps de travail, hein, et de quels aménagements du temps de travail on peut avoir, la semaine de 4 jours, le rôle du télétravail à certains moments, bon, tout ça devant évidemment être cadré pour pas que ça ressemble à rien, et que ça crée de nouvelles tensions chez les salariés. Mais en tout cas, il y a, voilà, c'était juste pour témoigner de ça, c'est que voilà, dans nos organisations, nous on est dans le secteur public, voilà, bon, évidemment concernés, quoi, et sans qu'on le souhaite, hein, je veux dire, sans qu'on dise, évidemment on le souhaite pas, on va dire, mais je veux dire sans qu'on le mette en tout cas dans le schéma au préalable, j'ai envie de dire, voilà. Du coup, je vais avoir une réaction aussi, puis je vous passe, pendant que le temps que le micro passe. On a eu effectivement, je le disais, des structures, groupe mono 40 salariés, vous disiez, jusqu'à 20 000. Je pense que la problématique n'est pas tout à fait la même, ou en tout cas est pas tout à fait, on ne la traite pas de la même manière. Moi, je pense à ma structure, parce que je suis co-directrice aussi, je suis dirigeante de structure. On est 17 salariés. Alors pour l'instant, je pense que je dois être la plus concernée, parce que je suis la plus vieille en fait de la structure. Mais quand même, je me dis, il faut effectivement, nous, l'impact d'un salarié en situation d'aidant, c'est forcément sur 17, ça se voit vite. Enfin, ça se voit vite. Même si ça ne se sait pas, en tout cas, ça peut mettre vite une structure en difficulté. Et les moyens qu'on peut y affecter aussi sont parfois peut-être moins important que dans des groupes plus conséquents. Donc il y a aussi peut-être ce besoin d'identifier les moyens, enfin les outils en fonction de la taille des structures, des organisations. Nous, on n'a pas de syndicat. Enfin voilà, il y a plein de choses on a un CSE parce qu'on est déjà 17, mais bon, voilà, ça m'interpelle aussi là-dessus. Quelle réponse pour quelle taille de structure? Il y avait... Oui. Bonsoir, je suis Sophie Pérez, Fondation Bocquet. On a 450 salariés à peu près. Nous gérons 11 EHPAD. Nous sommes une fondation d'utilité publique, reconnue d'utilité publique. 85% de notre effectif est féminin. On connaît évidemment ces sujets de l'aidance puisque on héberge et on accompagne des personnes qui sont en perte d'autonomie. Donc forcément, nous avons régulièrement affaire aux familles. Nous avons des solutions, notamment d'accueil de jour ou d'accueil temporaire, qui peuvent répondre effectivement à des besoins de répit. Mais on est en train de travailler de manière plus approfondie sur justement les situations de nos salariés. Donc on est... Au début, enfin, en fait, c'est une réflexion qu'on a depuis longtemps, mais qu'on est vraiment en train de réactiver parce qu'effectivement, on en parle tous. La question que je me pose, alors vraiment, en toute modestie, et en tant que femme peut-être, c'est est-ce que l'aidance concerne aussi les femmes en situation de monoparentalité, par exemple? Alors, je sais que c'est pas une aidance. Alors, on a un peu parlé de ça sans en parler, là, c'est-à-dire, c'est pas... Est-ce que l'aidance, c'est simplement accompagner, simplement, entre guillemets, un proche en situation de handicap physique ou qui vieillit, qui est en perte d'autonomie temporaire ou plus de long terme, de maladie? Moi, je pense que... Est-ce que ça a un sens pour vous d'élargir cette notion d'aidance à... Est-ce que finalement, une maman seule, elle est aussi... ou un papa seul, hein, d'ailleurs, mais ils sont moins nombreux, en tout cas chez nos salariés. Est-ce que c'est aussi une situation d'aidance pour vous? Est-ce que finalement, la question n'est pas plus large sur les situations de précarité de nos salariés? Voilà. Alors, je vais peut-être laisser répondre, mais c'était un des sujets des ateliers. Effectivement, on avait pas mal évoqué ça. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ça? Attends, Mélanie, je vais prendre les deux autres questions à la suite, les deux dernières. Donc, il y en avait une ici et une là. Je vous invite à faire très court. Donc Laurent Abraham, je suis là pour titre de l'URI, Union régionale interprofessionnelle CFDT. Alors, en ce qui concerne les syndicats de salariés, on est en plein dans le sujet, effectivement, sur le thème entreprise. Et nous, notre rôle est en tant qu'union régionale, de sensibiliser et de former nos syndicats, nos représentants du personnel sur le sujet et de s'en approprier pour aller vers les entreprises discuter du sujet. Mais notre rôle aussi, parmi nous, nous avons des mandatés sociaux
C'est-à-dire que nous siégeons dans les organismes de protection sociale paritaires. Et en ce qui me concerne, je suis à la CAF. Et là, c'est un sujet qui n'est pas abordé puisqu'on est effectivement les aidants on va dire sur la population active. Mais nous savons aussi que sur le thème de l'enfance, 10 à 20% des enfants sont des aidants familiaux, ce qui peut aussi provoquer en complément des difficultés scolaires. Alors ça demande aussi à mobiliser un autre partenaire qui serait l'Éducation nationale. Mais voilà, c'est en complément d'information au sujet. Merci. Merci, et merci à Magali d'avoir évoqué l'AMI aidant. Effectivement, le Gérontopole va accompagner une dizaine de solutions innovantes à destination des aidants en 2025. On a réalisé une enquête en amont et pour vous donner un ordre d'idée, sur 160 projets innovants repérés en Nouvelle-Aquitaine, il n'y en a que 11 qui ciblent spécifiquement la question des aidants actifs. Donc il y a un vrai enjeu si on en croit les chiffres sur la proportion d'aidants actifs. Ma question est un peu dans la lignée peut-être de la question sur est-ce qu'il y a des similitudes entre aidants et entre le statut d'aidant et par exemple la situation d'une mère dans une famille monoparentale. C'est plutôt sur quel type d'horizon on se donne. Aujourd'hui, on a vu beaucoup d'actions, on voit qu'il y a pas mal d'actions, d'initiatives que le sujet prend ici et là, mais en termes d'horizon politique, vraiment, si on devait légiférer demain, quel horizon on se donne et est-ce qu'on encourage, donc je vous invite à me contredire ou à approuver une proposition, mais est-ce qu'on encourage l'idée de se dire que l'aidance, c'est un risque social au même titre que d'autres, comme le chômage, la maladie, ça peut vous tomber dessus et dans ce cas-là, vous devez prendre en charge ce risque. Et donc, est-ce qu'il faut socialiser ce risque? Et je m'adresse en particulier aux représentants des employeurs. Certains sont partis, mais en tout cas, il peut en rester. Est-ce qu'il faut socialiser ce risque tout simplement en créant une cotisation sociale et patronale pour prendre en charge ce risque et financer le fait que les aidants puissent aider leurs aidés? Vous avez 5 minutes. Merci pour ces questions. Est-ce que l'un de vous veut réagir? Peut-être Jean? Juste sur les jeunes aidants, en fait, je vous invite à venir sur notre stand parce que justement, on a fait une étude sur les jeunes aidants et on vient de finaliser un livret au niveau d'AG2R à la mondiale. Donc, vous pouvez nous retrouver sur notre stand parce que c'est aussi un enjeu aujourd'hui de la Fédération AGR-Carco et des groupes de protection sociale. Et on a un beau projet avec Olivier pour l'année prochaine sur le Grand Sud-Ouest, sur la question des jeunes aidants. Oui, alors, en faisant vite, en fait, dans les danses, il y a énormément de terrains qui sont à découvrir, de nouveaux aidants à découvrir. Ça a fait l'objet de plusieurs articles, d'ailleurs, de ma part. Les jeunes aidants, par exemple, ça fait qu'une dizaine d'années qu'on a commencé à en parler. Les salariés aidants, c'est quand même relativement récent. Mais il y en a tout plein d'autres encore qu'on ignore, qu'on n'a pas du tout identifié. Alors vous posez un problème qui est un problème difficile, parce que en allant sur ce terrain, on risque de rencontrer la question, est-ce que tous les parents sont aidants? Si on fait ça, alors là, on va grossir le nombre d'aidants de façon extraordinaire. Mais par contre, c'est vrai que vous vous posez une question qui est quand même importante. Il y a vraiment des parents qui sont seuls face à leurs enfants et qui auront manifestement besoin d'être aidés et qui vivent des angoisses qui sont tout à fait comparables à celles de l'aidant, avec des situations où ils sont à la fois aidants et aidés parfois, aussi, parce que souvent les deux mots se mélangent. Ça, on l'a pas en tête, mais on peut être aidant le matin, mais aidé le soir, par exemple. Ça arrive assez fréquemment, ça. Bon, moi, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai trouvé très intéressant, très encourageant, ce qui vient d'être dit. Et j'ai envie de vous dire, mais au boulot. Au boulot, maintenant. Et puis, allez-y, vous êtes des phares, en quelque sorte. Il va falloir faire redescendre tout ça aux moyennes entreprises, aux petites entreprises. Alors, vous en êtes un représentant, je dirais une exception aussi, quand même. Et il y a tout ce travail à faire, c'est-à-dire aller du haut vers le bas, des phares vers les petites institutions. Alors, au boulot.
Merci à tous et toutes pour vos interventions. Donc sur ma fiche, il était marqué, il est 17h45, en fait pas du tout, il est 18h. Merci en tout cas à tous. Donc on va rester sur ce mot de la fin. Allons-y, en fait, faut y aller, passons le cap. Je vous invite maintenant à aller rejoindre nos intervenants, mais également, vous le verrez à la sortie de l'amphithéâtre, il y a plusieurs projets qui sont des initiatives, notamment de l'économie sociale et solidaire, qui sont présents et qui pourront peut-être aussi alimenter vos réflexions. Il y aura bien sûr AG2R La Mondiale et la MSPB Bagatelle, mais on a, vous l'avez cité tout à l'heure Magali, l'association Nouveau Souffle, qui a vocation à aider les aidants à vivre leur rôle plus sereinement. Je vais les laisser pitcher parce que je vais le faire moins bien qu'eux, je vais juste les citer, mais n'hésitez pas à les rencontrer. L'association La Villa de l'accompagnement qui propose des lieux ressources, la ressourcerie tiers-lieu à vocation sociale. Donc, elle propose des ateliers collectifs, mais vous présenteront ça mieux que moi. Et le pôle culture et santé en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, qui propose aussi des projets de coopération entre le monde des arts, la culture et la santé. Donc, très intéressant autour de cette question de l'aidance. Et un petit coup à boire aussi en parallèle dans le hall, je crois, il me semble. Voilà. Merci à toutes et tous pour votre présence, votre attention. J'espère que vous en ressortez plus riche, en tout cas d'idées et de projets qu'en venant en début d'après-midi. Merci à vous.